Donc on fait tous partie d'un programme de recherche qui s'appelle Trajectories et qui travaille notamment en Maurienne. Donc il y a un programme de recherche de l'université Grenoble-Alpes. Bon, en quelques mots, je sais que vous attendez tous de pied ferme Martin au micro, donc je ne vais pas vous saouler très longtemps. Donc le but du programme, c'est de comprendre en fait les activités les interactions entre activités humaines et environnement dans des contextes de changement, qui soient climatiques, économiques, culturels, etc., etc. Comment on le fait? On étudie un petit peu le passé et le présent afin de faire des scénarios un petit peu prospectifs et de pouvoir aider les territoires à s'adapter. Et comme tous ces changements qui touchent à la fois le climat économique sont très complexes, on est un programme qui est interdisciplinaire, et ce n'est pas toujours le cas dans la recherche, mais face aux changements qui nous touchent actuellement, ça devient un peu une obligation. Donc on est un programme qui rassemble une communauté d'à peu près 150 chercheurs qui viennent de géographie, climatologie, histoire, écologie, palynologie, informatique, j'en passe, et des meilleurs en OJ, etc. etc. Et le gros focus qu'on a en fait sur Trajectories, c'est d'essayer de co-construire la recherche avec les territoires, parce que bon, les scientifiques, on est assez forts pour trouver des problématiques qui nous intéressent nous, mais qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Donc le but pour nous aussi de ce programme de recherche, c'est essayer de partager déjà ce qu'on sait, et puis d'essayer d'en savoir plus en construisant avec toutes les personnes des territoires qu'on étudie, donc en passant du temps, en essayant de réfléchir et de voir qu'est-ce que c'est qui vous touche et quelles sont vos problématiques pour nous essayer de creuser dessus. Donc on fait plusieurs types d'événements qui permettent de faire ça. Là, on est sur un événement où Martin va vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Et demain, du coup, il y aura un atelier qui permettra de revenir un peu sur ce qu'on a vu ce soir, et de réfléchir un peu plus concrètement à quelles questions ça peut poser au quotidien, à l'année, sur plusieurs années, pour le territoire mauriennais. Donc je vous invite, si vous voulez débattre, poser des questions, réfléchir avec nous, à venir demain. Si vous venez tous, il va falloir qu'on revoie un peu l'organisation, mais ce sera quand même super pour nous. Voilà. Et alors on ne travaille pas que en Maurienne, on travaille sur la vallée de l'Arve, la vallée de la Maurienne et le pays de la Meije. Voilà, donc pour vous donner une idée à peu près des principaux, il y en a d'autres, mais principaux chercheurs qui travaillent en Maurienne, on travaille sur différentes choses, donc la filière Beaufort, les forêts, l'économie touristique, l'industrie, le climat, les avalanches, etc. etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Donc voilà, nous, sur ce genre d'événement, et notamment demain à l'atelier, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de ce qu'on fait, et qu'on puisse avoir vos perspectives en fait sur tous ces changements, et ce qui vous intéresse vraiment, pour que nous ensuite on puisse le prendre en compte dans notre recherche, et qu'on ait une recherche qui ait une vraie utilité sociale, parce que je pense que c'est quand même la moindre des choses. Et en réalité, en tout cas je parle pour mes collègues qui sont là, ça intéresse peut-être pas forcément tous les scientifiques, mais nous, cette utilité sociale, ça nous tient vraiment à cœur. Voilà, je passe le micro. Bon alors, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Du coup, je me présente, je suis Gaïa. Je viens en tant que représentante de l'association des Colibris, qui est un groupe du lycée Paul Héroux et qui compte faire des petites activités comme ça dans le lycée et monter des projets afin de sensibiliser les jeunes, parce que c'est un peu nous le futur, à tout ce problème écologique. Bon, j'avais pas prévu que vous soyez aussi nombreux, et j'ai hyper beaucoup le trac, mais du coup je vais vous dire ce que j'ai à vous dire quand même. Alors, du coup, pour moi c'est vraiment super important pour voir de la lumière, s'il vous plaît. Donc le changement climatique, il est plus à remettre en question maintenant. Il y a énormément de scientifiques qui l'affirment, malgré de nombreux climato-sceptiques dans d'autres pays. Petit clin d'œil à M. Trump. Donc il y a énormément de déforestation, énormément de problèmes, et on ne peut plus en fait tourner le dos à tout ça et se dire que ça n'existe pas. On a par exemple l'Australie, petit clin d'œil au petit koala. On a aussi la fonte des glaces, mais sans aller aussi loin dans d'autres pays et parler de la capitale de l'Indonésie à Jakarta. Enfin, on a ici en Maurienne, moi je suis là depuis maintenant 15 ans, et je trouve que on n'a pas d'hiver cette année par exemple,
Et on a énormément de changements comme ça. On a des vagues de chaleur en France, un peu partout. Et du coup, je pense que c'est important qu'on s'intéresse à tous ces problèmes écologiques. Et du coup, je suis super heureuse que vous soyez aussi nombreux. Donc, nous, les jeunes, on baigne depuis quasiment notre naissance dans cette thématique écologique et dans la problématique. Parce que depuis notre naissance, en fait, c'est devenu de plus en plus grave et de plus en plus important. Et du coup, on s'en soucie énormément. Mais du coup, je suis hyper contente de voir qu'ici, il y a vraiment tout le monde, enfin, si bien des jeunes, plus jeunes que moi, que des personnes âgées. Et je suis contente de voir qu'on va pouvoir tous ensemble bouger main dans la main pour pouvoir changer les choses pour nous, les jeunes, pour nos enfants à nous et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants et toutes les générations futures, quoi. En faisant des petites actions, ce qu'on veut ici ce soir, c'est pas dramatiser les choses. Je veux dire, on peut tous à notre échelle faire des petites actions comme, je sais pas, essayer de consommer local. On a énormément de producteurs ici en Maurienne qui sont super bons, super intéressants. On a le marché, enfin même les villes, par exemple, on a lavé le lac de Villars. Donc il y a énormément de petites actions qui peuvent se faire comme ça. Et ce qui serait vraiment bien, c'est de sensibiliser tous les gens autour de nous pour que ça devienne vraiment un gros mouvement, qu'on puisse faire entendre notre voix et arriver à avoir des actions qui sont encore plus grandes et plus importantes et qu'on puisse faire changer les choses afin de limiter au maximum la casse parce que on est dedans maintenant, donc il va falloir qu'on fasse avec et qu'on avance. Du coup, je tiens vraiment à tous vous remercier d'être ici ce soir, de m'avoir écouté et de ne pas me huer quand je partirai. Et je vous souhaite une bonne conférence et une bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Donc, je vais parler avec un micro finalement apparemment parce qu'il y a du monde. Dites-moi par contre si je fais des mouvements qui dérangent le bruit et si vous entendez pas bien, n'hésitez pas à me faire signe. Donc comme l'ont dit les précédentes personnes qui ont parlé, donc moi j'ai passé une grosse partie de mon enfance en Maurienne, j'ai grandi à Saint-François-Longchamp, j'étais au lycée Paul-Héroux. Et donc, un peu comme les lycéens le voient aujourd'hui, comme on a pu l'entendre dans le témoignage précédent, j'ai vu l'environnement qui a changé autour de moi. Et puis, mais à l'époque, je pense qu'on n'avait pas une conscience aussi avancée qu'aujourd'hui du changement climatique. Et dans le cadre de mes études, en fait, et de mon cursus un peu universitaire, j'ai toujours été attiré par l'environnement. Et j'ai voulu un peu mieux comprendre ce qui se passe, notamment en utilisant des bases scientifiques. Et lors de mes études, j'ai d'abord commencé à étudier les glaciers dans des endroits. Alors au départ, c'était les glaciers alpins, et puis après, j'ai aussi eu la chance d'aller étudier des glaciers un peu plus loin, un peu dans d'autres régions de la planète, notamment dans les Andes et en Himalaya. Et je me suis rendu compte finalement que les glaciers, ils étaient tous en train d'évoluer, souvent en perdant de la masse. Et ça m'a amené vers des questions scientifiques qui finalement m'ont poussé à étudier le système climatique à l'échelle de toute la Terre. Parce que finalement, pour bien comprendre l'évolution du climat, c'est important de faire un peu un saut d'échelle de ce qu'on observe localement jusqu'à la grande échelle. Et donc ça a été un peu l'histoire de mon cursus universitaire et académique, puisqu'aujourd'hui j'ai pu avoir un poste de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Et notamment, on étudie le climat des Alpes dans le cadre du projet Trajectory. Alors, l'exercice que je vous propose ce soir, c'est un peu de faire le chemin inverse de celui que j'ai fait durant mon cursus de formation. C'est-à-dire qu'on va d'abord partir de ce qui se passe à l'échelle globale, et puis peu à peu, on va zoomer sur qu'est-ce qu'on observe en Maurienne, et ce qu'on va comprendre en fait à l'échelle, en comprenant le système climatique dans sa globalité, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle locale. Voilà, alors, les climatologues, dont notamment il y a une communauté assez large de climatologues à Grenoble, une large partie de leurs travaux repose sur l'observation des glaciers. Et on voit sur les photos que je vais vous montrer l'évolution des glaciers au cours d'une centaine d'années, entre le début du XXe siècle et la période actuelle. Donc là, ici, par exemple, on voit le glacier de la Pilate dans le massif des Écrins, un peu plus au sud, et qui a perdu une grosse partie de sa masse au cours du dernier siècle. Ce constat, il est assez similaire dans d'autres vallées alpines. Ici, on voit le glacier d'Argentière, qui atteignait le fond de la vallée à la fin du XIXe siècle.
et qui aujourd'hui a extrêmement reculé. En Suisse aussi, on a le glacier du Rhône, par exemple, qui a largement reculé. Et donc, la communauté des glaciologues grenobloise, elle est implémentée depuis longtemps dans la région et elle a installé des systèmes d'observation, à la fois de l'atmosphère, en mesurant les variables météorologiques, et aussi en faisant des mesures glaciologiques pour mesurer l'évolution de la masse de ces glaciers. Et dans cette communauté universitaire à Grenoble, il y a aussi des hydrologues qui travaillent et qui posent des questions, notamment de savoir si les événements extrêmes sont plus ou moins fréquents ou pas avec le changement climatique. On voit par exemple ici des photos du lac d'Annecy, la même année où il y a eu une crue énorme en janvier, donc c'était en 2018, suivie d'une période de sécheresse extrême en septembre la même année. Et donc, une question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que ce genre de situation est plus intense, plus fréquent dans le cadre du changement climatique? On a d'autres événements extrêmes, des crues par exemple, comme on peut voir sur ces photos, une crue en 2015 à Grenoble, en l'Isère, une crue de Larves à Genève en 2015 aussi. On a aussi des événements qu'on a l'impression parfois de ne pas avoir vus par le passé, par exemple des événements de pluie forte qui se produisent alors qu'il y a de la neige au sol, ce qui peut aussi faire des inondations avec la neige qui fond fortement. Et puis en janvier 2018 aussi, on a une illustration où on voit une crue en 2018. Alors c'est toujours délicat quand on observe comme ça des événements ponctuels de savoir si finalement c'est des choses qui sont plus fréquentes aujourd'hui dans le cadre du changement climatique, parce que finalement par définition, comme ce sont des événements extrêmes, ils ne se produisent pas fréquemment, et à l'échelle de 20 ans, ou de 30 ans, 40 ans, ou voire même de 100 ans, eh bien, on a du mal à dire si c'est quelque chose de normal ou de pas normal. Alors donc c'est des choses qu'on va un peu regarder dans le cadre de la présentation ce soir. Oui, d'autres événements extrêmes qui posent question actuellement, c'est des événements avec des vents, des rafales très importantes qui sont susceptibles par exemple d'arracher les arbres. Voilà, donc du coup, ma présentation ce soir, elle va s'articuler en 4 parties. On va d'abord aborder quelques notions sur le climat de la Terre. Ensuite, on va parler du climat des Alpes. Et puis, on va faire un focus dans une 3e partie sur qu'est-ce qu'il se passe en Maurienne. Et pour conclure, eh bien, je vous proposerai d'ouvrir un peu la discussion sur quel chemin on pourrait choisir pour le futur. Alors, n'hésitez surtout pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, même à m'interrompre pendant la présentation ou à lever la main en me disant « ça, c'est pas clair » ou « commencez ». L'idée, c'est pas forcément que ce soit trop professoral comme dans un cours. Donc n'hésitez pas surtout à intervenir. Le climat de la Terre. Donc une manière de comprendre comment évolue le climat de la Terre, c'est d'utiliser l'observation. Et notamment, on voit ici une estimation de la température moyenne de l'atmosphère à la surface, à 2 mètres de hauteur, qui est une observation assez robuste depuis on va dire le milieu du 19e siècle, période à laquelle on a commencé à installer des thermomètres un peu partout à la surface de la Terre. Et on voit sur ce graphique donc, qui montre une moyenne de l'évolution de la température de l'atmosphère, donc il y a eu un réchauffement entre le milieu du 19e siècle et la période actuelle, avec une tendance qui est de l'ordre de 0,7 degrés par siècle, ce qui fait, en référence à 1850, qu'on prend souvent comme une période pré-industrielle, c'est-à-dire la période avant laquelle l'homme a commencé à impacter le climat, qui fait un réchauffement de un peu plus de 1 degré depuis cette période. En parallèle de cette augmentation de température, eh bien, on observe une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, et notamment du dioxyde de carbone. Ici, on voit une courbe qui est devenue célèbre, c'est l'observation de dioxyde de carbone qui est enregistrée à Mauna Loa, à Hawaï, et c'est une des séries les plus longues qu'on a disponibles sur l'observation du CO2. Et donc on voit qu'on est passé dans les années 1960 d'une concentration en ppm en partie par million de 320 à des niveaux qui sont supérieurs à 400 aujourd'hui. Alors pour comprendre un peu mieux comment évolue le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, je vais vous montrer une petite animation. Donc on voit ici sur ce graphique, on va voir la concentration en CO2 qui défile. Donc là, sur l'axe des Y, vous avez la concentration en ppm, et ici sur l'axe des X, on est ici au pôle sud, ici au pôle nord, et aussi à l'équateur. Et on va voir comment évolue la concentration de carbone à ces différentes latitudes, et le nombre de points qui sont enregistrés ici. Ah, il y a plus de fil.
le nombre de points ici correspond en fait au nombre de mesures disponibles lors de l'enregistrement. Donc je vais vous lancer l'animation, dès que j'arriverai à avoir la main. Donc un premier constat, c'est qu'on voit que dans l'hémisphère sud, la concentration de CO2 est relativement stable, alors que dans l'hémisphère nord, elle fait des espèces de sauts qui correspondent en fait à ces petits pics qu'on voit sur les observations enregistrées à Mauna Loa, à Hawaï. Ces oscillations annuelles, elles sont liées au fait que dans l'hémisphère nord, il y a plus de surface continentale que dans l'hémisphère sud, donc avec plus de végétation qui, en période estivale, vont absorber plus de CO2 et donc vont diminuer la concentration de dioxyde de carbone. Un autre élément important sur cette animation, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de points sur la carte, ce qui montre que finalement, au cours des dernières décennies, on a amélioré notre réseau d'observation de la concentration en dioxyde de carbone. Donc là, ici, on part en 1980, où on était à 330 ppm, et puis on va aller jusqu'aux observations actuelles. Donc, je crois que l'animation, elle s'étend jusqu'à 2019. Monsieur, oui, j'ai oublié votre prénom. Martin. Martin, du coup, vous dites qu'il y a moins de végétation dans l'hémisphère sud, mais il y a quand même la forêt amazonienne, et on dit que c'est le poumon de la Terre, du coup. Alors, l'Amazonie, en fait, elle est vraiment au niveau de l'équateur, donc elle est répartie de manière à peu près égale entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ensuite, sur cette animation, on recule dans le passé grâce à des observations plus long terme, qui sont disponibles essentiellement en Antarctique, et qui nous permettent de remonter très loin dans le passé. Donc là, vous avez toujours en haut le pic actuel, et là, on remonte. Donc là, on est 10 000 ans dans le passé, 40 000, 60 000, 80 000. Et on va voir se dessiner petit à petit ce qu'on appelle les cycles glaciaires interglaciaires. C'est-à-dire des périodes chaudes qui ont alterné avec des périodes froides. Et des périodes durant lesquelles aussi la concentration de CO2 a varié fortement. Notamment, elle a varié entre 200, en gros, et entre 300. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces variations, elles n'ont jamais atteint le maximum qu'on observe aujourd'hui, qui atteint 400 ppm, et même 410 ppm en cette année 2020. Alors, on remontre ici sur cette illustration les courbes qui sont une estimation de la concentration en gaz à effet de serre qu'on a observée dans l'atmosphère. Ce résultat, il a été largement produit par des collègues de mon laboratoire à la grande époque où on forait des carottes de glace en Antarctique. Et ces carottes de glace, en fait, elles permettent d'accéder à la composition atmosphérique de l'atmosphère dans des époques passées, puisqu'en fait, la glace, lorsqu'elle se forme, elle emprisonne des petites bulles d'air, et ces bulles d'air, en fait, elles bloquent de l'air qui correspond à une certaine époque, et c'est grâce à ces petites bulles d'air qu'on arrive à reconstruire la concentration, par exemple, donc en CO2 en rouge, en protoxyde d'azote en vert, qui est aussi un gaz à effet de serre, ou en méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre. Et toujours avec ces carottes de glace, on est capable d'estimer les variations de température dans le passé avec des isotopes. Donc là, ici, par exemple, c'est le deutérium qui est un isotope de l'hydrogène. Et ces observations nous ont permis de mettre en évidence le fait que quand il y avait des fortes concentrations en CO2, c'était aussi des périodes où il y avait une température qui était plus élevée. Et on reviendra après sur les causes de ces cycles glaciaires interglaciaires. Alors faisons un zoom maintenant. On va revenir un peu à des époques plus présentes. Donc là, on se situe sur le dernier millénaire. Et ici, on a des reconstructions de température qui sont basées sur de la dendrochronologie notamment, c'est-à-dire une technique qui consiste en coupant un arbre, à mesurer l'épaisseur des cernes dans le tronc, qui en fait sont un proxy pour la croissance de l'arbre. Et les années chaudes correspondent à des cernes qui sont relativement larges, alors que les années froides ont des cernes plus petites, les cernes ou les anneaux de croissance. Et donc ici, on voit bien sur cette illustration, donc les différentes courbes, elles correspondent à différents jeux d'estimation de la température terrestre en différents points du globe. Elles mettent en évidence qu'il y a eu un optimum médiéval aux alentours des années 1000-1200, une période où il faisait relativement chaud, qui était suivi ensuite
par ce qu'on a appelé le petit âge de glace, avec un minimum de température au 19e siècle, justement, qui a été suivi après par l'époque industrielle, avec l'homme qui commence à perturber le climat. Alors faisons un zoom, cette fois-ci sur les 150 dernières années. Ce qu'on peut dire ici, c'est que ces observations sont beaucoup plus robustes que les estimations qu'on a montrées précédemment, notamment parce que là, on parle d'observations directes de la température avec tout simplement des thermomètres, alors qu'avant, c'était des proxys de la température. Et en regardant cette image, on voit que les 3 dernières décennies ont été successivement les 3 les plus chaudes depuis les 150 dernières années et finalement même depuis le dernier millénaire. Et en termes de CO2, on peut aussi dire que le niveau actuel, il excède ce qu'on n'a jamais observé dans l'atmosphère depuis 1 million d'années. Alors, je vous propose quelques éléments de physique rapides, juste pour essayer de comprendre pourquoi il y a des cycles glaciaires ou interglaciaires et pourquoi la température de l'atmosphère change. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la Terre, donc, comme vous le savez, elle est chauffée à la fois par le Soleil, le rayonnement solaire incident, mais aussi par la Terre qui elle-même est un corps noir qui émet de l'énergie dans l'infrarouge. Et s'il n'y avait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas d'effet de serre, et il ferait en moyenne sur la Terre moins 18 degrés. Et grâce à l'effet de serre, qui est présent non seulement avec le CO2, le méthane, mais aussi avec la vapeur d'eau qui est le premier gaz à effet de serre, eh bien, il fait environ 15 degrés à la surface de la planète. Et au cours des derniers cycles glaciaires, interglaciaires, donc sur le dernier million d'années, on va dire, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des cycles chauds et froids qui duraient 10 à 100 milliers d'années. Et ces cycles, en fait, ils étaient induits par des changements de rayonnement solaire, parce qu'en fait, c'est l'orbite terrestre qui changeait, ce qui faisait des petites perturbations du rayonnement solaire au sommet de l'atmosphère. Et ces petites perturbations, elles induisaient par exemple une atmosphère légèrement plus chaude, mais ce signal à la base, il est très faible. En revanche, il est amplifié par ce qu'on appelle des rétroactions, et notamment l'océan, plus il est chaud, plus il rejette du CO2, moins il est capable d'en absorber. Plus il fait chaud, plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et la vapeur d'eau étant un gaz à effet de serre, plus il fait chaud. Et une autre rétroaction importante, c'est qu'on connaît bien, d'ailleurs dans les régions de montagne où il y a de la neige, c'est que plus il fait chaud, moins il y a de neige et de glace en surface, et plus la surface va absorber de l'énergie, ce qui va encore exacerber le réchauffement. Alors qu'est-ce qui se passe depuis 1850 ? Eh bien, l'être humain est venu perturber ces boucles, puisque lui, il émet directement du CO2, qui est un gaz à effet de serre, mais l'effet direct du CO2 d'origine anthropique, lié aux activités humaines, c'est pas une perturbation très forte en soi, mais comme elle est amplifiée par toutes ces rétroactions, c'est ça qui fait que le réchauffement climatique est relativement important, et qu'il a induit notamment plus 1 degré en gros au cours du dernier siècle. Alors, l'ensemble des connaissances qu'on a sur le climat, depuis les années 80 à 90, a été synthétisé dans les rapports du GIEC. Donc j'imagine qu'une grande partie d'entre vous connaissent le GIEC, donc qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Et donc le GIEC a produit des rapports, notamment tous les 7 ans, il produit un rapport de synthèse qui est divisé en 3 parties, dont la première partie constitue la base scientifique des connaissances qu'on a actuellement sur le système climatique. Et le dernier rapport de synthèse, il a été publié en 2013. Chaque rapport fait environ 1000 pages, mais on rend toujours disponible ce qu'on appelle des rapports pour les décideurs, qui sont synthétisés en une vingtaine de pages, et qui sont en théorie compréhensibles par le plus grand nombre de personnes. Récemment, il y a eu, suite aux accords de Paris, à la COP21 qui a eu lieu à Paris, l'ONU a commandé au GIEC un rapport pour estimer l'impact du changement climatique à 1,5 degré. Donc ce rapport il est aussi disponible sur le site du GIEC, IPCC en anglais. Et l'automne dernier, un autre rapport a été produit sur la cryosphère et la hausse du niveau des mers. Et actuellement, eh bien, la communauté travaille sur l'élaboration du prochain rapport de synthèse qui sera publié entre 2021 et 2022. Donc ça, c'est des travaux qui sont actuellement en cours et qu'on essaye de synthétiser dans le rapport. Et ce soir, je vais vous montrer quelques résultats un peu préliminaires, enfin des résultats qui ont été produits et qui seront présentés dans ce rapport. Alors le GIEC, il rassemble d'une part des observations. Donc on voit par exemple ici
que le réchauffement à la surface de la planète au cours... donc là, on compare ce qui s'est passé entre 2006 et 2015 par rapport à 1850-1990, et on voit que le réchauffement, il n'est pas uniforme à la surface de la planète. Notamment, il est beaucoup plus marqué sur les continents que sur les océans, et il est assez important aux hautes latitudes, notamment à cause des rétroactions liées à la neige et à la glace. Le changement climatique, il se traduit aussi en termes de changement de précipitation. En fait, à l'échelle globale, plus il fait chaud, plus l'eau des océans s'évapore, et plus le cycle hydrologique est actif, plus il pleut. Mais si on regarde spatialement ce qui se passe, finalement, il y a quand même des régions où il pleut de plus en plus, c'est toutes les régions bleues. Donc là, c'est à gauche, c'est sur le dernier siècle, et à droite, c'est sur les 50 dernières années. Et notamment aux moyennes latitudes, par exemple dans tout le nord de l'Europe et de l'Eurasie, eh bien, on constate qu'il pleut de plus en plus, et c'est un peu l'inverse sur le pourtour méditerranéen, où globalement le climat s'assèche. D'autres effets du réchauffement climatique sont le recul de la couverture neigeuse à l'échelle de tout l'hémisphère nord, la fonte de la glace de mer sur l'océan Arctique, le contenu en chaleur de l'océan qui augmente, et le niveau des mers qui a augmenté d'environ une vingtaine de centimètres au cours du dernier siècle. Alors, dans les rapports du GIEC, on trouve aussi beaucoup de résultats qui sont basés sur des exercices de modélisation. Les modèles de climat, en fait, ils sont intéressants pour compléter notre analyse basée sur des observations parce qu'ils permettent de comprendre comment les gaz à effet de serre impactent le climat, puis aussi de faire des projections pour le futur. Donc, concrètement et rapidement, un modèle de climat, son objectif, c'est de représenter l'évolution de toutes les composantes du système climatique, c'est-à-dire l'océan, les surfaces continentales, l'atmosphère, avec toutes les couches dans l'atmosphère. Moi, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais si vous avez des questions, on pourra en reparler. Et le principe des modèles de climat, c'est une boucle qu'on appelle le cercle vertueux de la modélisation climatique, qui consiste à observer le système climatique, d'écrire des équations physiques pour décrire comment, par exemple, évoluent les courants océaniques, les courants atmosphériques. Ensuite, on discrétise ces équations et on les met dans des modèles. Discrétiser, ça veut dire qu'on découpe toute l'atmosphère en petites cases, et dans chacune de ces cases, un ordinateur en fait, va lire un langage informatique pour résoudre toutes ces équations qu'on aura mis en place. Souvent, c'est des simulations qui sont très coûteuses. Par exemple, les simulations qu'on produit pour le prochain rapport du GIEC, certaines d'entre elles, même sur des grosses machines de calcul, elles peuvent durer 6 mois de calcul. On doit parfois attendre 6 mois avant d'avoir les résultats. Et ensuite, on produit des simulations qu'on confronte à la réalité pour voir si les modèles ils ont juste ou s'ils ont faux, ou dans quelle mesure ils sont bons ou mauvais. Et donc, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais pour l'écriture du prochain rapport du GIEC, il y a un projet qui s'appelle CEMIP6, qui consiste à faire une intercomparaison de tous les modèles qui sont disponibles dans tous les centres de recherche mondiaux pour produire des données utilisables pour le prochain rapport du GIEC. Donc, un exemple, une illustration de ce qu'on peut faire avec des modèles de climat, on peut s'amuser par exemple à simuler la température moyenne de l'atmosphère. Donc là, ici en noir, c'est l'observation qu'on a déjà discutée tout à l'heure, et en bleu, c'est une simulation qui qui estime la moyenne de la température de l'atmosphère sans aucun gaz à effet de serre. Et si on reproduit la même simulation, mais cette fois-ci en y intégrant les gaz à effet de serre, eh bien en fait on met en évidence que le réchauffement récent, il ne peut pas être expliqué autrement que par ces gaz à effet de serre qui ont été intégrés dans le modèle à droite. Ensuite, pour faire des projections futures avec ces modèles, on prend en compte des scénarios. Donc ici, je vous présente les scénarios qui sont pris en compte dans l'écriture du nouveau rapport du GIEC, donc qui sera produit d'ici un peu plus d'1 an. Et l'originalité de ces scénarios par rapport au précédent rapport, c'est que ces scénarios, ils prennent en compte une amplitude des perturbations, donc ça c'est l'axe des X, c'est-à-dire que plus on va se déplacer à droite, plus la perturbation liée aux émissions de gaz à effet de serre sera importante, et elle se compte en watts par mètre carré. Donc là, à gauche, on a des scénarios qui sont dits verts, qui sont de l'ordre de 2 watts par mètre carré, et à droite, dans le pire des cas, on pourrait aller jusqu'à 8,5 watts par mètre carré de perturbation.
Et dans ce nouveau rapport, l'originalité, c'est qu'on a fait un autre axe qui prend en compte en fait l'évolution du contexte socio-économique dans ces différents scénarios. Et notamment, plus on est dans des SSP petits, plus on est dans une situation où les pays collaborent entre eux, s'entendent bien, ne font pas la guerre et se mettent d'accord pour voter des lois pour limiter leurs émissions. Ici, on est dans une situation de compétition extrême où les pays ne sont pas du tout en accord entre eux. Il y a des tensions, mais des tensions qui ne limitent pas trop le développement et la croissance économique et qui permettent finalement de consommer toutes les ressources fossiles qui sont disponibles à la surface de la planète. Et là, on a des scénarios intermédiaires où ça ne se passe pas aussi bien d'un point de vue sociétal, avec des conflits, des tensions qui font que l'économie est ralentie et du coup on consomme moins vite les ressources fossiles. Donc là, on voit pour chacun de ces scénarios, on voit les scénarios d'émissions de dioxyde de carbone. Donc en rouge, c'était le pire scénario là qu'on a vu tout à l'heure. On voit que suivre ce scénario consisterait à continuer à émettre de plus en plus de dioxyde de carbone jusqu'en 2080-2100 où on a une stabilisation liée à la fin de la disponibilité des énergies fossiles. Et là, en vert, en opposition, on a le scénario qui correspond à ce qui a été présenté et envisagé dans le cadre de la COP21 à Paris, qui consiste à atteindre une neutralité carbone dans les années 2050-2060. Alors, avec les modèles de climat, on s'amuse à simuler la température de l'atmosphère moyenne dans ces différents scénarios. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est les résultats des deux modèles de climat français. Donc il faut savoir qu'en France, il y a deux laboratoires principaux de climat, l'IPSL à Paris et Météo France basé à Toulouse. Et donc là, en rouge et en vert, c'est les deux modèles qui simulent l'évolution de la température sur la période passée, de 1880 à 2020. La largeur des bandes, elle montre l'incertitude qui est aussi liée à la variabilité naturelle du climat. Et là, après, on voit les scénarios futurs. Donc, là, on est dans le cadre du scénario SSP 8.5, 5.8.5, c'est-à-dire le pire en rouge. Et on a les scénarios avec des émissions de gaz à effet de serre qui sont plus faibles sur les autres courbes. Et ce qu'on voit, c'est un peu un résultat qui sera produit dans le nouveau rapport du GIEC, qui est un peu préoccupant, c'est que la sensibilité climatique, c'est-à-dire la manière dont le système climatique répond aux gaz à effet de serre, eh bien, elle est revue à la hausse par rapport au précédent rapport du GIEC, puisque là, on voit que pour ces modèles français, à la fin du siècle, on s'attend à une augmentation de température de 2 à 7 degrés, alors que dans les précédents rapports, on était plutôt dans des fourchettes de 1 à 5 degrés. Ah oui, alors là, j'ai une autre animation qui montre ces mêmes simulations, mais cette fois-ci, l'évolution spatiale de température, ce qui permet d'illustrer que le climat, c'est quand même quelque chose d'assez chaotique. Et même dans le cadre d'un réchauffement, ça n'empêche pas qu'une année soit très froide à tel endroit ou très chaude, parce que le système climatique, c'est quelque chose de très chaotique, qui dépend notamment du chaos qu'il y a dans les océans et dans l'atmosphère. Le chaos dans les océans étant à plus basse fréquence que celui dans l'atmosphère, où les perturbations qui font le tour de la planète ont une fréquence relativement plus élevée par rapport à ce qui se passe dans l'océan. Donc là, on ne montre pas des valeurs de température brutes, mais on montre des anomalies, c'est-à-dire des différences de température entre une période de référence et une certaine année, l'année étant inscrite en haut de la page. Donc là, c'est pour la simulation historique qui s'arrête en 2014, qui prend en compte les gaz à effet de serre qui ont été observés lors du passé. Et puis là, dans la suite de l'animation, on voit une projection future qui est dans un scénario 4.5, c'est-à-dire un scénario intermédiaire entre le pire scénario et le scénario COP21 Paris. Et ce qu'on voit, encore une fois, c'est que malgré l'aspect chaotique de ces variations,
on voit toujours que les continents se réchauffent plus que les océans. L'océan, en fait, est capable d'absorber le surplus de chaleur, et donc il met plus de temps à réagir, alors que les surfaces continentales réagissent plus fortement. Et les hautes latitudes, elles, répondent aussi plus fortement à cause des rétroactions liées à la neige en surface. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on atteint on ne lit pas hyper bien l'échelle de température, mais en gros, dans un scénario intermédiaire, à la fin du siècle, on s'attend à 3-4 degrés de plus ici en Europe, et les maximums locaux peuvent atteindre plus 10 degrés. Donc finalement, ça c'est la même chose, mais juste dans différents scénarios, et pour les deux modèles, le modèle de Météo France à gauche, le modèle de l'IPSL, un laboratoire à Paris à droite, pour des scénarios optimistes en haut et pessimistes en bas. Et donc, juste des illustrations de ce qu'on peut faire avec ce type de simulation, c'est par exemple estimer la fréquence et l'intensité des canicules. Par exemple, ici, on a tracé sur ces graphiques le maximum de température moyenne sur 3 jours consécutifs, intégrés sur l'ensemble de toute la France. Et ce qu'on voit, c'est que ce maximum de température moyenne, donc à l'échelle annuelle, chaque année on prend le maximum, on voit qu'il est en augmentation. Donc ça c'est vrai pour les deux modèles, hein. Les deux graphiques c'est pour les deux modèles différents. Et on voit que les canicules, elles sont typiquement 2 degrés plus intenses qu'auparavant dans les simulations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les événements de 2003 et 2019 dans la courbe en noir, là, qui correspond aux observations. Et ce qu'on voit, c'est que 2003 était quand même... ce sont quand même des événements assez exceptionnels. Et avec les projections, on peut estimer quelle sera la fréquence de ce type d'événement dans le futur. Donc là, ici sur cet histogramme, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. On voit la probabilité qu'une année dépasse l'anomalie de la canicule de 2003 pendant une décennie. Donc c'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que la probabilité de ce qui s'est passé en 2003 dans les années 2000, elle était quasiment nulle. C'est-à-dire que c'était un événement qui était plus que centennal, qui était quasiment millénal. C'est pour ça qu'on ne voit même pas l'histogramme. En revanche, un événement comme 2003 à la fin du siècle, là on est dans un scénario plutôt pessimiste, eh bien il aurait 100% de chances de se produire pendant la dernière décennie du siècle. Une autre illustration, on en a parlé tout à l'heure, là c'est ce qui s'est passé en Australie au cours du mois de décembre dernier, et encore un peu aujourd'hui. Donc ici on voit la température... c'est une moyenne de décembre en Australie, au cours du dernier siècle, de 1910 à 2010. Et on voit 2 points qui correspondent aux 2 sécheresses et événements avec des très fortes températures, 2018 et 2019. Et donc la question un peu, c'est de savoir est-ce que ce type d'événement est complètement exceptionnel ou pas. Donc la réponse par rapport à ce qui s'est passé au dernier siècle, c'est que c'est complètement exceptionnel, ça dépasse largement l'événement centennal. Et avec les modèles, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des expériences à différents niveaux de réchauffement. Donc, on peut après établir qu'est-ce qui est normal à 1,5 degré de réchauffement, à 2 degrés, à 2,5 ou à 3 degrés. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui s'est produit en 2019, avec un réchauffement global de 2,5 à 3 degrés, c'est quelque chose qui sera tout à fait classique et qui arrivera très fréquemment. Donc on l'a vu tout à l'heure, les changements climatiques ne se traduisent pas qu'en termes de changement de température, mais aussi en termes de changement de précipitation. Donc là, on voit toujours des résultats pour les différents modèles. À gauche, le modèle CNRM, à droite, le modèle IPSL. En haut, un scénario optimiste, en bas, un scénario pessimiste. Et de la même manière que ce qui a été observé dans le passé, on voit qu'il y a des zones qui s'assèchent et des zones qui s'humidifient avec plus de précipitations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats en termes de changement de précipitation sont beaucoup plus incertains que pour les résultats en termes de changement de température, parce que les modèles, c'est beaucoup plus compliqué de simuler les précipitations que la réponse en température. Voilà, donc après cette première partie, on a surtout parlé de ce qui se passait au niveau global. Je vous propose de regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe en région de montagne. Ça va, vous n'êtes pas trop assommés ? Donc j'ai mis une photo, je pense que vous connaissez tous ce glacier. Enfin, pardon ?
Mais ouais, elle n'est pas toute récente cette photo. Alors, on va repartir à nouveau de l'observation. Et nous avons de l'observation en termes d'impact. Ce qu'on sait, c'est que le réchauffement climatique dans ces régions de montagne, il se traduit par des impacts, tout d'abord en termes de ressources en eau. Puisqu'en fait, les glaciers constituant d'importantes réserves d'eau, en fondant, c'est des réserves d'eau qui disparaissent. C'est pas toujours un impact qui est forcément très visible localement dans les zones de montagne, parce que les zones de montagne, c'est aussi des régions où souvent il pleut beaucoup. Et donc du coup, on ne voit pas forcément l'impact localement de manière très flagrante. En revanche, quand on parle du cycle hydrologique, c'est toujours important de se rendre compte que l'eau qui coule depuis les montagnes, après elle traverse les plaines, et donc du coup s'il y a un peu moins d'eau qui rentre en amont dans les montagnes, parce que les glaciers ne sont plus là pour approvisionner les rivières en période sèche, notamment en été quand il pleut moins et qu'il fait plus chaud, et ça fait moins d'eau pour tout le monde, y compris ceux qui vivent dans la plaine en aval. Ensuite, localement, on sait qu'il y a des impacts en termes de risques. Il y a un exemple qui a été le glacier de Rochemelon. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais je crois que c'était en 2004, si mes souvenirs sont bons. Donc, avec la fonte glaciaire, en fait, il y a un lac qui s'est formé au bord du glacier. Et le niveau du lac a monté. Si bien qu'au bout d'un moment, on a eu peur qu'il se vidange d'un seul coup, ce qui s'est déjà produit par le passé dans d'autres régions, et que ça inonde ensuite, avec une lave torrentielle, les zones plus en aval. Donc ça, c'est des trucs au laboratoire qui sont suivis. Il y en a eu plusieurs dans les Alpes françaises, et puis il y en a un peu partout en région de montagne dans le monde. Et il y a aussi quelque chose qu'on retrouve surtout dans le massif du Mont Blanc à Chamonix, c'est la fonte du permafrost qui augmente le nombre d'écroulements, puisque le permafrost il retient des masses de rochers qui sont parfois instables, et en fondant, les cailloux peuvent tomber tout seuls, et donc on a vu des gros effondrements dans le massif du Mont Blanc. Il y a aussi une augmentation des événements extrêmes, et en montagne, ça se traduit souvent par des événements violents en termes de crues ou de lave torrentielle. Et de manière générale, le changement climatique, il induit aussi un impact sur la biodiversité. On voit notamment des espèces qui migrent, qui changent d'altitude. Et puis plus globalement, la fonte des glaces et le changement climatique contribuent à la hausse du niveau des mers. Et c'est environ 30% de la hausse du niveau des mers qui est expliquée par le recul des glaciers de montagne, 30% des calottes, et 30% est expliqué par la dilatation thermique des océans. Les glaciers aujourd'hui, c'est un bon indicateur de l'évolution du climat, et ça c'est une figure qui a été tirée du rapport du GIEC de 2013, et on sait que... Non, pardon, celle-là c'est 2019, c'est le dernier rapport sur la cryosphère. Et cette compilation, elle met vraiment en évidence que tous les glaciers de la planète perdent de la masse aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, il y avait encore quelques exceptions. Maintenant, il n'y a quasiment plus d'exceptions, excepté quelques glaciers dans l'ouest de l'Himalaya, dans le Karakoram, des régions où il fait très froid et où une augmentation de précipitation induit une augmentation de la masse des glaciers. Alors, dans les Alpes, en détail, si on regarde, ici, on montre l'évolution de la masse des glaciers, de 4 glaciers des Alpes qui sont suivis de manière très, très régulière par mes collègues du labo. Donc pour mesurer l'évolution de ces glaciers, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on plante des balises dans la glace. Vous en avez peut-être déjà vu d'ailleurs sur le glacier de Saint-Sorlin. Il y a des balises qui sont plantées et chaque année, on vient mesurer l'émergence du piquet planté dans la glace pour savoir combien a fondu. Et en intégrant ça sur des longues périodes, on produit ce genre de courbe qui montre que les glaciers dans les Alpes, ils ont eu une évolution relativement stable au début du siècle, après une crue dans les années 40-50, une période un peu plus chaude, une perte de masse, pardon. Après, les glaciers ont regrossi très légèrement, avec un petit maximum dans les années 1980. Pour ceux qui étaient déjà là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques glaciers qui ont grossi, ça a même inquiété des gens qui commençaient à se plaindre en disant que si les glaciers grossissaient, ça allait être terrible, ça allait bloquer des chemins où on ne pourrait plus passer. Et puis finalement, après, les glaciers, depuis les années 80, ont perdu de la masse de manière assez drastique. On fait aussi des observations dans les Alpes de la neige. Ici, c'est la hauteur de neige mesurée au col de Porte. Et donc, on voit que la neige, en moyenne, elle a perdu 30 à 40 cm depuis les années 60. Donc, le col de Porte, c'est un des sites uniques. On a une super station d'observation. Et on peut corréler cette perte de neige, cette diminution de l'épaisseur du manteau neigeux, avec une augmentation
de la température de l'air, alors qu'il n'y a pas eu de changement significatif de précipitation sur la courbe du bas. Pour comprendre ce qui se passe en montagne, on ne peut pas toujours utiliser directement les sorties des modèles de climat, parce que ces modèles globaux, ils ont une résolution grossière et ils permettent mal de simuler ce qui se passe en région de montagne. Donc en général, on utilise des modèles régionaux sur une petite boîte comme ça, avec une résolution beaucoup plus fine, et on peut simuler ce qui se passe à l'échelle d'une montagne. On voit par exemple ici, c'est la température moyenne annuelle qui est simulée sur tout le dernier siècle dans les Alpes. Donc on voit bien que sur les montagnes il fait plus froid. Donc là vous avez les frontières, ça c'est la Suisse, l'Autriche, l'Italie et la France. Et ce type de simulation, donc on met en place notamment à l'IGE à Grenoble, nous permet par exemple d'estimer la tendance de la moyenne annuelle de température. Et ce qu'on voit, c'est qu'au cours du dernier siècle, il y a un réchauffement qui est vraiment général, mais on voit qu'il est beaucoup plus prononcé dans la plaine du Pô et dans les flancs sud-est de la chaîne des Alpes que dans les régions de haute altitude ou sur les flancs nord. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on ne voit pas hyper bien parce que le mur n'est pas très blanc, c'est que le maximum annuel de température, là c'est-à-dire qui peut être pris comme un indicateur d'un événement extrême, d'une canicule, il a augmenté plus que la moyenne annuelle. On peut aussi utiliser ce type de simulation pour regarder l'évolution des précipitations. Et sur l'ensemble de l'arc alpin, eh bien, on sait qu'il y a eu un gros assèchement de la plaine du Pô et des flancs sud de la chaîne, alors qu'en haute montagne, il y a eu plutôt une légère augmentation des précipitations. Alors que le maximum annuel de précipitations, lui, qui peut être comme un indicateur d'un événement extrême, c'est ces jours-là où il y a des crues, lui, il a augmenté partout sur le domaine, y compris dans les zones où le cumul moyen sur toute l'année, lui, diminue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on étudie le climat des Alpes, c'est un peu compliqué, parce qu'on a j'ai envie de dire la malchance, mais c'est pas vraiment la malchance, mais le fait qu'on habite dans les Alpes, on est à la frontière entre différentes zones climatiques qui se comportent de manière différente, et donc c'est dur d'estimer les évolutions futures à cause de ça. Parce que les Alpes, ici, elles sont dépendantes à la fois du climat océanique, avec les perturbations d'ouest qui amènent de l'humidité, elles sont aussi un peu soumises au climat méditerranéen, et puis de ce côté-là, elles sont soumises au climat continental. Et en fait, le fait qu'on soit un carrefour entre tous ces climats, ça complique énormément les projections futures qu'on peut faire du climat dans cette région. Et ici, on en voit une illustration. En haut, on montre des changements de précipitation dans deux scénarios. Un scénario intermédiaire à gauche et à droite, un scénario pessimiste. Donc en haut, c'est les changements de précipitation. En bas, c'est les changements de température. Et donc, si on regarde d'abord en bas, on voit bien que, de toute manière, l'ensemble de l'Europe va se réchauffer au cours du prochain siècle. Donc ça, c'est des changements où on compare ce qui se passe à la fin du XXIe siècle par rapport à la fin du siècle précédent. Et en termes de précipitation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est compliqué de savoir ce qui se passe dans les Alpes parce qu'on est vraiment à la frontière entre une zone située plus au nord où les précipitations vont augmenter et une zone située plus au sud qui correspond à la Méditerranée où là vraiment on assiste à un assèchement qui est vraiment remarquable. Ok, alors maintenant on va encore descendre un petit peu plus en échelle et on va aller vers ce qui vous intéresse vraiment ce soir, c'est la Maurienne. Qu'est-ce qui se passe en Maurienne? Donc là j'ai récupéré auprès d'un collègue de Météo France des données de stations de mesure de température à Avrieux et puis à Termignon. Donc c'est la même période que ce qu'on a montré tout à l'heure pour l'échelle globale. Je suis désolé, on ne peut pas lire, mais en gros c'est de 1948 à 2019. Et ce qu'on observe, c'est que dans les deux cas, il y a eu un changement d'à peu près 2 degrés entre les années 50 et la période actuelle. Alors pour simuler ce qui se passe en moyenne, c'est encore plus compliqué que de simuler ce qui se passe à l'échelle des Alpes, parce qu'on descend à une échelle encore plus fine. Donc là, il va falloir vraiment représenter la topographie de manière extrêmement détaillée. Donc tout à l'heure, on a vu qu'une méthode pour étudier le climat à l'échelle de l'Europe consistait à prendre des modèles globaux comme conditions aux limites pour un petit modèle qui tournait sur un petit carré comme ça, qu'on appelle un modèle régional, RCM, Regional Climate Model en anglais. Et là, pour aller à l'échelle des vallées alpines, c'est des collègues de Météo France de Grenoble qui ont appliqué une méthode de descente d'échelle où ils ont corrigé les sorties de ce qui se simule avec le modèle régional, avec des observations locales,
à l'échelle de chacun des massifs alpins. Ils ont fait ça pour la Vanoise, la Maurienne, les Écrins, le Pelvoux, Chamonix. En tout, il y a une trentaine de massifs sur toutes les Alpes françaises. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est des sorties de modèles pour le point qui correspond à la vallée de la Maurienne. Donc là, on se situe à peu près à 1500 mètres en moyenne sur la période décembre à avril. Donc là, on va regarder d'abord un changement de température pour 3 scénarios différents. Donc un scénario chaud. Donc dans le scénario chaud, on serait à plus 5 degrés par rapport à 1960 en gros. Et le scénario COP21, lui, nous montre un réchauffement qui serait plutôt de l'ordre de plus 2 degrés. Et on a un scénario intermédiaire qui se situe un peu entre les deux. Alors comment cela se traduit en termes d'épaisseur du manteau neigeux? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que dans le scénario chaud, donc à 1500 mètres aujourd'hui, on va dire qu'en moyenne grossière, dans les années 60 à 80, on avait environ 80 cm de neige. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Hein. Et bien, on s'attend à ce que dans le pire scénario, à la fin du siècle, on ait perdu 70 cm, c'est-à-dire quasiment toute l'épaisseur du manteau neigeux, pour 1500 mètres d'altitude, alors que dans le scénario COP21, on aurait perdu seulement 30 cm. Alors récemment, les collègues de Météo France, ils sont allés encore plus loin que cette étude en disant non seulement le modèle il est à super fine échelle, mais en plus on va prendre en compte l'effet du damage des pistes et l'effet des canons à neige pour simuler l'évolution du manteau neigeux. Alors, ici, ce qu'on montre, ce n'est pas la hauteur de neige à proprement parler, mais un indice de variabilité qui est en gros une sorte d'intégration de l'épaisseur du manteau neigeux entre les vacances de Noël et les vacances de février. C'est un indice qui se corrèle très bien avec le nombre de forfaits vendus. Donc là, on se situe en moyenne sur toutes les stations des Alpes françaises. Et donc, on voit, donc ça c'est des résultats de simulation. La courbe en noir, elle montre au cours des 15 dernières années l'épaisseur de neige qu'on aurait sans damage, ni canon à neige. Donc grooming en anglais, ça veut dire damage. On voit quand on intègre le damage seulement, eh bien, cet index qui correspond directement au nombre de forfaits vendus, il s'améliore un petit peu. Et puis, snowmaking, donc c'est pour neige artificielle, sur 15%, 30% et 45% du domaine, on voit qu'on arrive à améliorer cet indice de variabilité du manteau neigeux. Ici, sur cette courbe, on a à peu près les mêmes lignes, simplement à droite, là, on voit que c'est le nombre de jours de ski, le nombre de jours skiés par personne. Donc c'est la courbe en rouge, et ce qu'on voit, c'est que la courbe en bleu, qui est notre indice là qu'on a construit à partir de la simulation, qui inclut le damage et le pourcentage de neige artificielle effectif qui a été effectivement construit à l'échelle de toutes les Alpes, on voit qu'on a une très bonne corrélation entre les deux. Et donc là, ce qu'on va montrer maintenant, c'est des scénarios donc de cet indice de variabilité. Donc en haut, là, les deux graphiques du haut, c'est cet indice de variabilité. À gauche, c'est dans le cas où il n'y aurait pas de canon à neige et que du damage. Et à droite, c'est dans le cas où on aurait du damage et des canons à neige. Donc regardons d'abord les deux premiers graphiques. Ce qu'on voit, c'est que dans le scénario bleu, le scénario COP21, eh ben, on passe en gros de 80 à 70%, à 60-70% d'efficacité pour les stations. Alors que dans le scénario le pire, on passe à 30% de possibilité de skier dans les Alpes. Et avec le damage et les canons à neige, on voit qu'on limite fortement l'impact du réchauffement climatique, puisque même dans la courbe rouge, le pire scénario, on ne descendrait qu'à 60% à la fin du siècle. Alors ces deux graphiques, là, je ne vais pas les commenter parce qu'ils sont un peu équivalents. C'est le nombre de jours inférieur c'est les 20% de jours les pires de la saison. Et c'est voir leur fréquence. Mais un truc qui est intéressant, c'est de regarder ici. Ça, c'est la quantité d'eau qui est nécessaire pour fabriquer de la neige artificielle dans ces scénarios. Donc là, on se situe à peu près ici. Et ce qu'on voit, c'est que, quel que soit le scénario, avec un fort équipement en canon à neige du terrain, il va falloir prélever des quantités d'eau énormes. Et finalement, ça va être ça quasiment le facteur limitant, à moins de construire des énormes retenues d'eau partout. Le facteur limitant, c'est pas tellement la quantité d'eau,
Si on n'a pas de froid, on fait pas de neige. Oui, voilà, c'est pour ça que du coup, on a besoin de plus d'eau dans le scénario chaud que dans le scénario froid, parce qu'en fait, on arrive toujours à produire un peu de neige les jours où il fait froid. Par contre, après, comme les jours d'après il fait plus chaud, elles font plus vite, donc il faut en reproduire encore plus, donc il faut encore plus d'eau pour en reproduire, quoi. Donc on consomme de plus en plus d'énergie et on fait un cycle où on produit de plus en plus de chaleur et... Exactement, oui. Exactement. C'est un sujet que j'aurais aimé un peu débattre à la fin de la présentation. Je vous propose d'en parler un peu après si vous êtes motivé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'étude a été commandé par des associations de stations et que ça a été fait aussi par des scientifiques. Et donc il y a vraiment ces réflexions qui sont en cours. Alors, dans les montagnes, il n'y a pas que, on a vu, il n'y a pas que le ski, il y a aussi d'autres objets intéressants. On a vu, c'est les glaciers. Là, c'est le glacier de l'Étendard, le glacier de Saint-Sorlin. Et donc, ce que je vais vous montrer là, c'est une simulation de l'évolution de la masse du glacier de l'Étendard dans un scénario plutôt optimiste, c'est-à-dire plus 1,8 degré en 2100. C'est plus ou moins le scénario COP21. Donc là, on voit les années qui défilent, et vous avez en couleur l'épaisseur du glacier. Donc c'est un travail qui a déjà été fait il y a une dizaine d'années, donc on peut vérifier déjà sur les 10 dernières années la qualité de ce travail, enfin l'efficacité. Donc là, on arrive à peu près à une disparition du glacier de l'Étendard à la fin du siècle. Et là, récemment, on a reproduit le même exercice pour deux glaciers qui ne sont pas en Maurienne, je suis désolé. C'est le glacier d'Argentière et la mer de glace à Chamonix. Donc cette fois-ci, c'est dans un scénario un petit peu plus pessimiste. Le scénario 4.5, c'est un scénario intermédiaire. Et donc, dans ce scénario, à la fin du siècle, on voit aussi que le glacier d'Argentière, qui aujourd'hui fait à peu près 300 mètres d'épaisseur dans la partie la plus épaisse, il disparaît aussi à la fin du siècle. Donc tout ça pour dire que même dans le scénario le plus optimiste, en fait, les glaciers alpins sont condamnés, excepté peut-être quelques taches de glace qui subsisteraient au-dessus de 4000 mètres d'altitude. Voilà, alors du coup, la présentation est bientôt terminée, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Mais avant de terminer et éventuellement de discuter, je voudrais vous présenter quelques éléments de réflexion, et notamment qui se baseraient sur un diagramme qui a été produit dans le rapport du GIEC sur le changement climatique à 1,5 degré. Donc là, ici, on a sur cette courbe montante les émissions de CO2 au cours des dernières décennies. Et là, les deux courbes, elles correspondent aux trajectoires qu'on doit suivre pour ne pas dépasser 2 degrés en gris et pour ne pas dépasser 1,5 degré en bleu. Donc du coup, là, on voit que la pente est très, très abrupte. En gros, ça veut dire que dès ce soir, il faut commencer à limiter nos émissions. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes prêts à affronter une pente aussi vertigineuse ? Voilà. Et donc en dernière diapo, je voudrais vous apporter quelques éléments de conclusion et puis aussi quelques éléments un peu plus personnels de réflexion. Donc tout d'abord, moi je fais partie d'une communauté scientifique qui a des certitudes. Alors en science, on n'aime pas dire qu'on a des certitudes et souvent on est toujours là à dire on ne parle pas de certitude, on fait des probabilités, on dit c'est très probable. Mais bon, de plus en plus, il y a aussi beaucoup de gens qui nous reprochent de parler toujours un peu avec des guillemets en disant vous dites que c'est quasi sûr, mais pourquoi à ce moment-là autant dire que c'est une certitude? Parce que c'est vrai qu'après quand on communique, parfois en fait on peut laisser plus facilement planer des doutes sur finalement des choses qui sont des certitudes et notamment le lien entre le réchauffement observé et les gaz à effet de serre. La quasi-disparition des glaciers alpins d'ici 2100, c'est aussi quelque chose qui est acquis aujourd'hui par la communauté et je pense qu'il n'est pas assez communiqué. Même si, voilà, en tant que bon scientifique, je ne devrais pas dire que les glaciers alpins vont disparaître d'ici la fin du siècle, je devrais dire la majeure partie des glaciers vont disparaître, peut-être pas ceux dont le sommet se situe au-dessus de 4000 mètres d'altitude. Ensuite, on a observé au cours du dernier siècle une augmentation des événements extrêmes, notamment les canicules et les tempêtes, qui sont les deux éléments les plus importants en termes d'impact sur le territoire français et en particulier dans les Alpes.
Et ce qu'on a vu aussi, et ça c'est quelque chose qui est une conclusion assez récurrente dans les rapports du GIEC, c'est que ce qui va se passer dans le futur, ça dépend beaucoup des scénarios qu'on va suivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les efforts qu'on fait aujourd'hui, ils seront visibles pas dans les 10, pas dans les 20, mais seulement après 30 ans. Et notamment, quand on était dans les années 90, quand on présentait des scénarios, on disait, en 1990, si on fait des efforts, en 2020, on verra l'impact. Et donc aujourd'hui, comme chaque année, on publie des nouveaux rapports. Là, maintenant, on est en 2020, donc maintenant, le discours, c'est de dire, si on fait des efforts, on verra les impacts seulement à partir de 2050, parce qu'il faut attendre à peu près 30 ans pour que vraiment un effort il puisse ressortir par rapport à ce qu'on observe dans le climat, qui est un aspect chaotique et variable, qui peut masquer des signaux sur des échelles de temps trop courtes. Et, rapidement aussi, je pense que la communauté scientifique, elle parle pas forcément aussi assez clairement des incertitudes qu'elle a, et parfois ça lui joue des tours parce que en parlant que des certitudes, on nous attaque parfois en nous disant mais vous parlez pas des incertitudes. Alors là j'en présente deux par exemple qui sont un peu des thématiques sur lesquelles moi je vais personnellement travailler dans les prochaines années, et notamment c'est dans quelle mesure la pollution particulière masque-t-elle le réchauffement. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple en Europe, c'est que dans les années 70-80, on a atteint des maximums de pollution particulière, notamment à cause des industries, à cause des moteurs de voitures qui étaient extrêmement polluants. Et on a fait beaucoup de progrès depuis cette époque. La qualité de l'air s'est beaucoup améliorée. Mais ces aérosols, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils masquaient le réchauffement climatique à l'échelle régionale. Et maintenant qu'on n'a plus ce masque, en fait, on a une amplification du réchauffement climatique. Et ça, c'est une des explications, à mon avis, qui fait que dans les années 70-80, on a une période de relatif refroidissement avec les glaciers qui ont un petit peu de nouveau grossi, et que maintenant qu'on améliore la qualité de l'air, eh bien, en fait, on voit pleinement le réchauffement. Et ce qui risque de continuer dans le futur si on continue à améliorer la qualité de l'air. Après, il y a une autre question aussi. Je pense que tous les résultats que je vous ai montrés, je pense qu'ils sous-estiment fortement les rétroactions locales, et notamment, il y a les gens qui habitent à des altitudes un peu intermédiaires, entre 1000 et 1500 mètres, ils savent bien qu'il y a 25 ans ou il y a 30 ans, il y avait beaucoup plus de neige, beaucoup plus fréquemment. Et ça, localement, avec l'effet d'albédo, le rayonnement solaire qui était reflété vers le haut, eh bien, ça pouvait limiter le réchauffement climatique, alors que là, inversement, qu'il n'y a plus de neige, ça peut l'accentuer. Et inversement, en altitude, là où il y a toujours de la neige, eh bien, peut-être que le réchauffement climatique, il est limité. Et donc ça, c'est des choses qui sont très mal prises en compte dans les modèles de climat, et c'est des choses sur lesquelles je travaille actuellement. Alors, un deuxième point que je voulais aborder avec vous dans cette conclusion, c'est la transdisciplinarité. Et ça, c'est un des objectifs de Trajectory. Raphaël en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais dans tous ces scénarios qu'on fournit, en fait, on se limite quand même à une approche purement scientifique, et scientifique dans le sens maths, physique, sciences dans l'environnement. Et en fait, on a beaucoup de progrès à faire sur tout ce qui concerne l'étude des liens, par exemple, entre l'économie et l'environnement. Et notamment, ce serait intéressant de mieux comprendre comment l'environnement il impacte l'attractivité du territoire, et inversement, comment un territoire qui se modifie, comment il impacte l'environnement. Et puis aussi, ce serait intéressant de mieux connaître le lien finalement entre notre impact sur le climat et notre dépendance à l'énergie. Parce que si on arrive à faire des efforts pour moins émettre de CO2, on sera aussi moins dépendant de l'énergie, donc on sera aussi moins vulnérable lors de crises économiques. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément bien prises en compte dans les scénarios d'évolution des sociétés, surtout à petite échelle. Au niveau du GIEC, pour les scénarios globaux, il y a des scénarios qui ont été beaucoup travaillés, mais à l'échelle locale, à l'échelle régionale, c'est des choses qui sont sous-étudiées à l'heure actuelle. Et après, il y a une question qui rejoint un peu la remarque de tout à l'heure sur les canons à neige, c'est que dans ces scénarios, finalement, où on estimait les changements de skiabilité des domaines des stations de ski françaises dans les différents scénarios, en fait, on a pris en compte que l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, s'il y a plus de degrés, si nous, on met plein de canons à neige, qu'on continue à construire des infrastructures, on va réussir à limiter fortement notre vulnérabilité, on va continuer à avoir une économie qui va marcher. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on a complètement omis le fait que, en suivant un chemin de développement comme ça, finalement, on suit un chemin qui n'est pas du tout compatible avec le schéma d'atténuation qui est proposé dans le scénario à 2 degrés. Donc du coup, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment améliorer dans le futur. Et après,
un dernier point que je voulais aborder dans cette conclusion, c'était l'importance des échelles spatiales, et notamment au niveau sociopolitique. Et toutes ces échelles jouent un rôle fondamental, du global au territoire, en passant par le national. Et au global, à mon sens, la communauté a fait quand même un effort qui était particulièrement positif, et notamment au niveau de l'information. Aujourd'hui, on a une information scientifique de qualité, et je vous invite vraiment, si vous avez des questions, à aller visiter le site du GIEC. Donc, il est majoritairement en anglais, mais chacun des rapports, pour sa partie résumée à l'intention des décideurs, a une traduction dans plein de langues, y compris en français. Ensuite, là où je trouve qu'on pêche particulièrement, c'est au niveau national. On voit par exemple ici, on lit pas bien, je suis désolé, c'est un article de cette semaine, parce que cette semaine, comme chaque année, le gouvernement a rendu public les mesures qu'il est en train de mettre en place par rapport à la transition énergétique. Il y a une loi sur la transition énergétique, et chaque année, il présente ses projets. Et en fait, cette année, à peu près comme toutes les dernières années, ce rapport, il nous dit que finalement, on ne va pas commencer les efforts de d'émission des gaz à effet de serre maintenant, on va encore se permettre 3 ou 4 ans un peu plus. Par contre, dans le rapport, tout le temps, il parle en 2050, on sera à zéro, quoi. Donc le problème, c'est que il y a 20 ans, on était à peu près sur une piste verte, et là, on est sur une piste noire, et bientôt, on va se retrouver dans une configuration de type ski extrême, qui sera de plus en plus délicate à aborder. Et enfin, il y a un dernier point qui me semble vraiment essentiel, et je pense que c'est un point qui aurait le mérite d'être peut-être discuté dans des réunions du type de celle de ce soir. C'est ce qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire. Et notamment, aujourd'hui, il y a une grosse dynamique de la part des collectivités, de la part des entreprises, de la part des laboratoires de recherche pour faire des bilans carbone. Par exemple, nous, à l'échelle de notre labo, l'année dernière, on a mis en place un bilan carbone, et la semaine dernière, on a eu le résultat, on a eu un inventaire de toutes les émissions qui sont produites par nos activités professionnelles. Et donc maintenant, on est en train de mettre en place un plan pour effectivement diminuer par 2 nos émissions d'ici 2030, ce qui sera déjà un premier pas vers le zéro en 2050. Et ce qu'il faut savoir aussi au niveau territorial, mais là j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui seront beaucoup plus au courant que moi, c'est que le gouvernement a mis en place des possibilités de construire des PCAET, c'est-à-dire des plans climat, air, énergie territoriaux, qui peuvent être corrélés en fait au schéma d'aménagement des territoires, les SCOT ou les PLU selon les collectivités. Alors la réglementation sur ces PCAET, elle a beaucoup évolué au cours des dernières années, parce qu'il y a 3 ou 4 ans, il était dit que toutes les intercommunalités se devaient de produire un PCAET qui devrait être effectif en fin 2019. Et finalement, il y a eu un changement, et je crois que maintenant, c'est plus autant obligatoire. Par contre, c'est toujours possible. Donc par exemple, je sais pas où est-ce qu'on en est en Maurienne, mais j'ai des collègues en Tarentaise qui m'ont dit qu'il y avait déjà eu les premières pierres d'un PCAET qui avait été mis en place. Et dans le cadre de ce document, on peut avoir des aides, des conseils pour faire des bilans carbone à l'échelle des intercommunalités ou à l'échelle d'un territoire, ou aussi tout simplement à l'échelle de n'importe quel groupe ou entité qui se préoccupe de son bilan carbone. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allumer si quelqu'un est près d'un interrupteur. Et outre d'éventuelles questions, je suis aussi intéressé pour avoir des retours sur si tous les éléments qui ont été présentés ce soir, finalement, vous les connaissiez déjà complètement, si tout était nouveau, si vous n'avez rien compris, si c'était ennuyeux. Il faut toujours que quelqu'un démarre. Est-ce que vous avez des liens avec Christophe Schex d'Agathe, qui depuis, je dirais bien, au moins 15 à 20 ans,
travaille sur le changement climatique dans les Savoies et qui publie, je crois, tous les trimestres l'évolution des températures par rapport à effectivement cette période de 30 ans qui caractérise les climats. Hein, il n'est absolument pas question de voir d'une année sur l'autre parce que les changements météorologiques sont complètement différents des changements climatiques. Et donc, il édite chaque trimestre une fiche sur un site internet, donc celui d'Agathe, qui dépend du conseil départemental, et qui donne exactement les mêmes informations, peut-être en plus synthétique que ce que vous avez fait, mais qui en retrouve exactement les mêmes choses. D'accord, ah ben non, j'avais pas connaissance de ce projet, mais il me semble quand même avoir entendu d'une collaboration entre les collègues du CEN. Donc le CEN, c'est le Centre d'études de la neige qui est basé à Grenoble, et j'ai présenté plusieurs résultats ce soir là qui sont issus de travaux du CEN. Donc nous, à l'IGE, on travaille vraiment en forte collaboration avec le CEN. Et le CEN de Météo France, lui, possède vraiment un grand nombre de données. Et par contre, il faut reconnaître qu'il y a des efforts à faire en termes de diffusion des données. Et ils sont en train de travailler à ça. Et dans ce cadre-là, je crois qu'ils avaient échangé avec ce Chex, ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, les données là, que je vous ai montrées là, de scénarios ce soir, par exemple, depuis peu, elles sont disponibles en ligne sur un portail qui s'appelle Drias. Donc les données peuvent être téléchargées et donc des gens qui voudraient les utiliser, des étudiants ou n'importe qui pour n'importe quelle application, peuvent les utiliser. Et le Créa Mont-Blanc, vous connaissez, vous travaillez avec Le Créa Mont-Blanc. Oui, alors j'ai des collègues qui bossent avec eux, mais moi personnellement j'ai pas eu d'interaction avec eux. Mais on essaye vraiment de se perdre dans la communauté, d'échanger à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, régional, mais aussi au niveau international, par le biais des publications. Alors on travaille avec le CREA sur la vallée de l'Arve. Parce qu'il y a des mesures sur la vallée de la Creuse. Ouais, mais on n'a pas de ressources infinies, donc on essaie de faire au maximum. Donc pour l'instant on l'a fait sur la vallée de l'Arve. Et voilà, parce qu'ils sont basés là-bas, qu'ils ont des données un peu plus larges. Bonsoir, merci pour cette présentation. Je trouve que c'est merveilleux d'avoir cette possibilité d'accéder à ce type de données ici. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur est-ce que ça existe des... Alors, j'ai bien compris que c'était difficile de modéliser la pluviométrie locale et tout ça, mais est-ce qu'il y a quand même des prévisions ou des modèles qui existent sur les ressources locales en eau, je pense notamment en termes de sources. Voilà, tu as montré les glaciers qui diminuaient, mais du coup, les conséquences sur nous, les ressources locales en eau de surface, qu'est-ce qu'on peut espérer ou craindre à l'avenir avec ces modèles-là? Donc là, le doigt est mis vraiment sur un point de faiblesse de la recherche dans ce domaine, je pense, parce là, tu pointes vraiment quelque chose qui est une des questions les plus délicates qu'on a en ce qui concerne les changements climatiques, surtout dans les régions de montagne. Il y a un autre aspect, c'est qu'on n'est pas forcément encore très bien organisé pour travailler entre les différentes entités. Par exemple, je pense à EDF, qui a des jeux de données qui sont extrêmement intéressants pour ce qui concerne la ressource en eau, mais qui ne vont pas forcément les publier ou les rendre publics. Donc moi, dans ces expériences-là, où j'ai montré un peu des changements potentiels de précipitation au cours du dernier siècle. J'ai interagi un peu avec EDF et j'ai pu avoir accès à quelques données, mais en ce qui concerne les projections futures, autant les diagnostics sur ce qui s'est passé dans le passé sont assez clairs. Donc notamment, on sait que, en fait, globalement, pour synthétiser, on peut rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure sur le climat des Alpes, qui est au carrefour de 3 climats. Le climat méditerranéen au sud, le climat océanique avec les perturbations qui viennent de l'ouest, et le climat continental plus dans les terres. Et si les modèles, eux, ils n'ont pas une résolution insuffisante pour savoir ce qui se passe, par contre, l'humain, en fait, il a cette capacité, quand il vit dans un endroit, à sentir un peu quelle est l'influence dominante du climat. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que, de manière claire, c'est que la partie des Alpes qui se situe dans le climat méditerranéen,
il doit vraiment s'attendre à un assèchement très fort, c'est-à-dire avec des diminutions des taux de précipitation importants, alors que ce n'est pas le cas dans les parties nord ou nord et nord-est de la chaîne des Alpes, quoi. Et en fait, la Maurienne, justement, c'est encore plus compliqué parce qu'elle est vraiment... On n'est vraiment pas dans le même régime de précipitation, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire, par exemple, que... Mais là, c'est un ressenti, je m'avance peut-être un peu. Mais que quand on est en basse Maurienne, typiquement vers le massif de la Lausière, il n'y a pas eu de tendance claire de diminution de précipitation, voire c'est presque même l'inverse, il y a plutôt une augmentation. Alors que quand on se situe vers Auxois, Modane, une partie qui est un petit peu plus méridionale et un peu plus influencée par le climat méditerranéen, là, moi, je m'attendrais à un assèchement qui est plus marqué. Bon, après, je pense que je suis aussi pas la meilleure personne pour répondre à cette question. J'ai des collègues hydrologues à Grenoble qui travaillent sur la ressource en eau et qui tentent de mettre en évidence, mais leur travail il est aussi perturbé par le fait que le système chaotique, c'est quelque chose de chaotique, mais les précipitations et les taux de précipitation, c'est quelque chose qui est encore plus chaotique. Et par exemple, si on s'amuse à regarder des stations météo en Maurienne sur les 50 dernières années, on va avoir des courbes qui vont faire comme ça, et même sur 50 ans, on aura du mal à voir s'il y a une tendance qui se dégage. Et les tendances dont j'ai parlé tout à l'heure, elles ressortent de manière significative que quand on considère un siècle en entier, quoi. Donc il faut vraiment considérer des longues périodes. Ce que je veux aussi rajouter, c'est que donc, on a dit le climat méditerranéen, il s'assèche énormément, diminution des précipitations, plus de canicules, plus de sécheresse en été surtout. Mais cet aspect chaotique, en fait, il n'empêche pas du tout que dans le cadre, même si les 30 prochaines années, il y a des taux de précipitation qui sont diminués dans les Alpes du Sud, ça n'empêche pas que tout d'un coup, pendant 3 ans, il pleuve beaucoup ou qu'il y ait beaucoup de neige, quoi. C'est tout à fait possible, quoi. C'est pas du tout incompatible, quoi. Alors, et juste pour compléter, on n'a pas forcément ce type de prévision sur les eaux de surface, mais on travaille sur d'autres ressources, et on pourra en discuter demain. Je fais un peu de pub pour demain, et notamment avec Nicolas qui travaille sur ces questions pour des questions forêt, fourrage, et des choses comme ça. Donc, est-ce que la montagne il va Est-ce que la montagne il peut partir? Non, alors la montagne, a priori, elle en tout cas à l'échelle de la vie de toutes les personnes qui se trouvent dans cette salle, la montagne, a priori, elle a une probabilité quasi nulle de disparaître. Contrairement aux glaciers ou à la neige qui, eux, vont très probablement largement diminuer en masse. Ouais. Concernant le monde vivant, en montagne, on a la chance d'avoir des altitudes variées, des orientations variées, des roches variées, donc des écosystèmes variés. Est-ce qu'il y a des personnes présentes ce soir parmi vos collègues, ou est-ce que vous auriez des personnes à nous recommander pour venir nous expliquer comment ce monde vivant dont on fait partie va évoluer? Peut-être justement des gens qui se basent aussi sur vos données pour établir ce genre de choses-là, et puis les observations qui ont déjà été faites, puisque malheureusement c'est déjà le cas. Est-ce que vous avez des gens parmi vous? Ouais, alors dans le cadre du... Enfin, tu veux peut-être répondre, Raphaël? Non, je réponds. Dans le cadre du projet Trajectory, on échange avec des gens du LECA, donc, qui est le laboratoire d'écologie alpine, qui est basé aussi à Grenoble. Et il y a vraiment des spécialistes de cette question. Là, je ne vais pas répondre par contre à leur place. Par contre, je peux donner des noms. Il y a notamment Wilfried Tullier, qui a écrit beaucoup d'articles sur l'évolution de la biodiversité. Notamment, il fait des observations de biodiversité à différentes altitudes, sur des bassins versants. Il fait ça dans les écrins ou même dans différents massifs. Et il observe vraiment la migration des espèces. Par exemple, avec le réchauffement climatique, on sait qu'il y a les arbres, enfin la ligne des arbres, elle remonte. Et il observe aussi des changements pour les espèces, que ce soit des fleurs, des lichens en haute altitude, ou que ce soit aussi des animaux et des insectes. Donc là, il observe vraiment des changements. Et ce qui est délicat sur cette question, c'est que
lui, pour avoir une estimation de ce qui va se passer dans le futur, il lui faudrait vraiment une information de très très fine échelle qu'on n'est pas capable de produire de manière très fine avec nos modèles de climat qui ont une résolution grossière, quoi. Mais quand même avec des critères de température simples. Voilà, souvent, moi, ce que je dis aux gens qui me demandent comment sera le climat demain avec plus 5 degrés ou avec plus 4 degrés à 1000 mètres, en fait, si on considère de manière vraiment très très grossière que on prend 6 degrés de plus quand on descend de 1000 mètres, et ben, s'il fait plus 6 degrés, donc par exemple le col de Porte il est à 1200 mètres au-dessus de Grenoble, c'est là où on mesure la neige. Grenoble c'est à 200 mètres, il y a 1000 mètres de différence, donc si on fait plus 6 degrés, on peut imaginer qu'à la fin du siècle, le climat au col de Porte à 1200 mètres, ce sera le climat de Grenoble. D'un point de vue à la fois climat, mais aussi d'un point de vue biodiversité. Sachant qu'on travaille aussi ces questions vis-à-vis du climat, mais la chose c'est que par exemple pour les écosystèmes, l'emprise anthropique est très très forte et souvent l'influence du climat est complètement gommée par l'intensité de l'influence anthropique. Donc, par exemple sur la ligne de combat pour les arbres, on va peut-être pas forcément la voir apparaître parce qu'on va avoir un pâturage plus fort, et ce qui fait gagner souvent la forêt, en tout cas dans les Alpes, c'est plus un abandon des pratiques ou une réduction des pratiques pastorales que pour voir le climat. Donc c'est aussi des choses qu'on travaille, on pourra peut-être en discuter un peu plus demain si vous avez l'opportunité, et vous conseiller des noms à lire. Sur votre dernière diapo, il était question des événements extrêmes dont la fréquence a un fort risque d'augmenter. Il n'était pas question des feux, alors c'est vrai que c'est une diapo, question des tempêtes et des précipitations. Est-ce qu'il y a des gens dans vos équipes qui travaillent sur les risques de feu? Il y a 3 ans, il me semble, le versant au-dessus de Suse, donc le versant de Rochemelon, a brûlé. Et c'est vrai qu'un feu, c'est déjà emmerdant, soit à plat, mais en montagne, c'est catastrophique, quoi, parce que les arbres morts les arbres ne tiennent plus les versants, quoi. Donc, est-ce que vous travaillez sur cette thématique-là? Alors, moi, personnellement, je ne travaille pas directement sur cette thématique, mais je sais qu'il y a des collègues qui travaillent sur le lien entre hausse de la température et fréquence des feux, des incendies. Mais les collègues que je connais, c'est des thématiques qui ont été beaucoup abordées pour des régions, par exemple en Russie. En Russie, en fait, les dernières années, il y a eu des incendies énormes qu'on n'avait jamais vus auparavant et qui sont clairement liés au réchauffement climatique. Ce qui s'est produit aussi en Australie aurait une probabilité extrêmement faible de se produire dans un climat non perturbé par l'homme. Donc clairement, la fréquence des feux, elle va augmenter. Après, pour ce qui concerne la région des Alpes, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui ont vraiment abordé la question très sérieusement. En revanche, je sais que la société civile met de plus en plus en garde les gens contre les problèmes de feu, y compris même en hiver. Je me rappelle, c'est un hiver très sec en 2000. Je vais dire une bêtise, c'est peut-être 2017. Où je sais qu'en Suisse, les feux d'artifice ont été interdits le soir du 31 pour des risques d'incendie. C'était un hiver où il faisait chaud, il n'y avait pas de neige au 31 décembre. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait quand même pas trop vues auparavant, quoi. Donc on sent qu'il se passe quelque chose, mais ça fait typiquement partie des choses qui sont, je dirais, sous-étudiées. Et ce que je disais dans ma dernière diapo, où on mériterait de faire plus d'études transdisciplinaires en intégrant des gens qui sont intéressés par exemple par les feux, des gens qui font partie de la société civile, d'instituts publics ou privés, en les associant à nos travaux scientifiques. Parce que c'est vrai que nous, parfois, on est un peu dans nos équations et on s'amuse à calculer des gradients verticaux de température, et puis c'est vrai que du coup, on ne pense pas aux impacts comme celui dont vous parlez. Oui, Martin, je te félicite pour ce que tu viens de nous présenter. Moi, j'aurais une question plus technique par rapport à l'exposé. Le GIEC travaille essentiellement sur le CO2, c'est d'après ce que j'ai compris, et tu as évoqué assez rapidement l'influence du méthane au niveau de la Terre, au niveau de la structure physique.
Et est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à l'influence du méthane, qui a une action quand même différente, qui a une durée de vie différente, mais semble-t-il, si tu as des informations par rapport à ça, c'est que c'est une influence plus forte que le CO2 et qu'elle n'a pas la même durée aussi que le CO2. Donc on se concentre sur la lutte contre le CO2, c'est bien, mais est-ce qu'on a pris en compte aussi l'influence du méthane qui n'a pas tout à fait les mêmes effets et puis qui se produit dans certains secteurs géographiques du pays? Ouais, alors c'est une question tout à fait pertinente, merci. Et en fait, c'est un peu un abus de langage qu'on a toujours de parler du CO2, mais là, dans les modèles de climat dont j'ai parlé, on prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre, et notamment donc, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et les CFC, les chlorofluorocarbures, qui sont les 4 principaux gaz à effet de serre. Et dans tous les scénarios sociétaux qu'on a présentés là, pour l'évolution future des émissions, c'est vrai que par abus de langage, je parle que du CO2, mais à chaque fois, ces scénarios, ils prennent en compte des évolutions aussi du méthane, aussi du protoxyde d'azote, aussi des CFC. Alors les CFC, technologiquement, on arrive à limiter leur concentration et on a fait des progrès. On a vraiment réussi à les remplacer par d'autres gaz moins gaz à effet de serre. Et le méthane, donc, comme tu l'as dit, il est plus puissant que le CO2. Il a un pouvoir d'effet de serre qui est 20 fois supérieur au CO2. Par contre, il dure moins longtemps dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'au bout d'une quarantaine d'années, il s'est oxydé, mais après il devient du CO2 finalement. Donc il est très actif pendant 20-40 ans, et puis après il se retransforme en CO2. Le méthane, donc aussi, c'est pas les mêmes sources exactement que le CO2. Donc le CO2, ça va être la combustion du pétrole, du charbon, et le méthane, on va beaucoup le retrouver dans l'agriculture, et notamment tout ce qui est lié à l'élevage, avec l'épée des vaches. Et après, il y a une grosse question, une grosse incertitude par rapport au méthane, c'est que le permafrost dans le nord de l'Eurasie, là, en Sibérie notamment, en fait, il contient de la matière organique, et cette matière organique, elle n'est pas complètement décomposée. Chaque année, en fait, dans le nord de la Sibérie, il y a de l'herbe qui pousse, après il neige par-dessus un petit peu, mais il neige peu parce que c'est très sec, il fait froid, et cette herbe verte, elle gèle, et au fur et à mesure des années, ça accumule de la matière organique. Et là, le problème, c'est que comme le permafrost fond, eh bien, il y a cette matière organique qui pourrit et qui relargue du méthane, justement. Et ça, c'est une des incertitudes qu'on a, c'est est-ce que, si on réchauffe le climat de 4-5 degrés, est-ce que ces quantités de méthane énormes qui sont stockées dans ce permafrost vont se libérer ou pas? Et là, j'ai envie de dire, il y a 2 ans, apparemment, tout le monde était hyper préoccupé. Et là, les derniers articles, ils montrent que finalement, même avec 4 degrés de réchauffement, ce ne serait pas si énorme, mais encore une fois, c'est quelque chose de vraiment très incertain. Mais oui, donc on prend en compte tous les gaz à effet de serre dans les modèles de climat et dans les études qu'on a sur l'impact de l'homme, sur l'impact des activités humaines sur le climat. Tu as dit tout à l'heure qu'on avait fait des améliorations au niveau des émissions de gaz à effet de serre, mais est-ce que... Du CFC seulement. Ouais, que du CFC, c'est ça. Est-ce qu'on a commencé à prendre la pente en France ou dans le monde? Donc pas du tout. Alors au niveau mondial, on a fait, il n'y a aucun effort, on a la même augmentation. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a une corrélation quasiment parfaite entre le PIB mondial et les émissions de gaz à effet de serre. Donc les seuls moments, en fait, au cours du dernier siècle où l'humanité a limité son impact, c'était pendant les 2 guerres mondiales, pendant les chocs pétroliers et pendant les grosses crises économiques. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on produit du PIB essentiellement parce qu'on consomme de l'énergie. Et c'est une des problématiques, c'est qu'en fait, on ne sait pas faire de la croissance économique sans émettre du gaz à effet de serre. Donc on fait peu d'efforts. Alors, pour être un petit peu plus optimiste, si on regarde ce qui se passe en Europe depuis 10-20 ans, les émissions, elles augmentent quand même beaucoup moins, voire même elles stagnent, voire même elles diminuent un petit peu. Mais en fait, on ne sait pas si bien que ça, si c'est lié au fait que tout simplement, comme on est à la période du pic de pétrole, c'est-à-dire que le pétrole se raréfiant, il devient plus cher, donc on commence à moins en consommer, on ne sait pas si finalement on en consomme moins parce qu'il est plus cher, plus difficile à chercher, et donc du coup c'est juste simplement un peu comme une crise économique et qu'on limite de manière forcée nos émissions, ou si est-ce que c'est un petit peu lié aussi à des politiques, potentiellement un petit peu, c'est vrai. Mais après il y a un autre facteur qui est très important, c'est qu'en fait les 20 dernières années on émet moins en Europe parce qu'on a
délocaliser toutes nos activités polluantes en Chine et en Asie du Sud-Est. Et c'est pour ça que, en fait, actuellement, les taux d'augmentation des émissions sont extrêmement forts, surtout en Asie du Sud-Est, un peu en Europe de l'Est, et puis depuis pas longtemps en Amérique du Nord aussi, au Canada et aux États-Unis. Je reviens sur le vivant. Il y a une association sur la Maurienne qui s'intéresse à la biodiversité, qui en a un projet, qui peut, il faudrait qu'on en discute en conseil d'administration, mais qui peut peut-être aider vos chercheurs à travailler sur l'évolution des espèces. On voit qu'au niveau de tout ce qui est mesures physiques, vous êtes sur des évolutions à 30 ans. Je ne suis pas persuadé que l'on connaisse, peut-être excepté le boutin, mais en dehors du boutin, je ne suis pas persuadé qu'on connaisse l'ensemble des faunes, flores, fonges qu'on a en Maurienne sur une échelle de 30 ans, y compris l'arrivée des hirondelles ou des choses comme ça. Donc si vous avez des gens qui travaillent là-dessus, peut-être qu'on pourrait peut-être faire quelque chose, et c'est peut-être aussi un appel, d'autant plus qu'on ne sera pas là, nous, demain, puisqu'on a notre assemblée générale à la Fourmilière. On peut peut-être se mettre à votre service dans la mesure de nos capacités, de nos moyens, etc. Ouais, ben ça, je pense que ça pourrait vraiment être éventuellement intéressant pour les gens du LECA, donc qui est le laboratoire spécialisé de ces questions dans le cadre du projet Trajectory. Ils ont besoin de choses très, très précises. J'ai eu un contact avec eux il y a quelques années sur les papillons, mais ils demandent des choses tellement précises, si on ne les a pas fait, on ne peut pas les apporter. Alors, il y a un changement d'attitude vis-à-vis de ça, notamment dans le cadre de projets comme Trajectory, qui est plutôt d'essayer de construire en fait, des questions de recherche en fonction de ce qu'on a de dispo sur le terrain avec les acteurs. On n'a pas ressources illimitées non plus. Donc, par exemple, le problème, c'est que faune, flore, c'est tellement vaste qu'on va pouvoir faire des petits... il faut quelqu'un qui bosse sur 3 ans pour faire une petite espèce sur une petite aire de répartition. Mais effectivement, c'est intéressant qu'on puisse prendre contact et réfléchir justement dans la prolongation des projets de recherche qu'on a. C'est pour ça qu'on fait ce genre de choses dans l'atelier de demain, pour essayer de maximiser en fait les moyens qu'on a et de tourner les questions dans des directions qui nous permettent de maximiser du coup avec science et société. Donc on prend le contact au vol. Okay. Dans le cadre du projet Trajectory, est-ce que du point de vue de l'hydrologie et de la géologie, vous tenez compte de l'influence du percement du Lyon-Turin? On sait que percer un tunnel dans la montagne, eh bien, ça joue le rôle d'un drain. D'après les études européennes, on sait que ça va drainer l'équivalent de la consommation en eau d'une ville d'1 million d'habitants. À l'heure actuelle, alors que très peu a été quand même creusé, on a déjà la disparition d'un grand nombre de sources. Donc, quel va être l'effet par rapport à la ressource en eau globale de la Maurienne et quel va être l'effet par rapport à la tenue des terrains, puisqu'on les prive d'eau, hein, et en particulier, il y a un certain nombre de nappes de versants qui vont être complètement vidées, et par rapport à la nappe alluviale, j'ai l'exemple d'une personne qui, jusqu'à une date très récente, arrosait son jardin avec un puits. Et depuis 2 ans, c'est plus possible. Et là, en une année, le niveau de l'eau a encore baissé d'1 mètre. Voilà. Donc, est-ce que c'est dans vos préoccupations? Non, ça n'a pas été jusqu'à maintenant, parce qu'on ne peut pas tout faire. Par contre, on pourrait imaginer quelque chose comme ça, parce que, pas directement dans Trajectory, mais dans les proches du programme, on a un chercheur qui a travaillé sur, justement, les questions géologiques en lien avec le percement du Lyon-Turin. C'est vrai qu'à Trajectory, la géologie, c'est pas notre point fort. Par contre, sur l'hydrologie, on a des choses un peu plus avancées. Ça peut être justement on le garde dans l'enregistrement et puis peut-être qu'on pourrait revenir. Ouais. Le chercheur, il s'appelle comment? Le problème, c'est que je me souviens plus de son nom. J'ai mangé avec lui à midi, mais
Enfin, j'ai mangé avec lui, il y avait plein d'autres monde aussi, puis il m'a fallu un grappe, mais les retraités, il a un item. Ah, Ludovic Ravanel Non, il est retraité. Ah, il est retraité. Ouais. Non, c'est. Mais je retrouve. Après. Ouais. Non, mais justement. C'est dommage, je suis pas sûr que je le retrouve là. Non, après, ce qu'il faut bien voir, c'est que le projet Trajectory, dans le cadre du projet Trajectory, on n'a pas du tout le temps de tout aborder, d'autant plus que le projet Trajectory, il n'est pas infini, il va se terminer à la fin de l'année. Donc on n'a pas pu traiter toutes les questions. Par contre, l'idée de ce projet, c'est aussi éventuellement de rebondir sur d'autres projets futurs en y intégrant éventuellement d'autres thématiques. Et là, la thématique dont vous parlez sur les ressources en eau, les nappes phréatiques, l'impact des creusements de tunnels ou des activités humaines sur ces ressources dans le sol, on a d'autres collègues à l'IGE qui étudient ces questions, mais qui ne sont pas dans le cadre de Trajectory, donc qui étudient ces questions pour d'autres régions ou à des échelles peut-être plus globales, mais qui sont réellement spécialistes de ces questions. Donc moi, je peux par exemple vous donner le nom de gens qui travaillent sur ces questions. Donc je pense par exemple à Isabelle Azine, qui est spécialiste en hydrologie et qui travaille dans le même laboratoire que moi, qui n'est pas trop impliqué dans Trajectory, mais qui se pose beaucoup de questions sur les nappes phréatiques, l'évolution de la ressource. Mais bien souvent, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que les questions qui ressortent quand on fait des communications comme ça, elles font souvent appel à des points de questionnement qui sont pas exactement dans le champ d'activité des scientifiques et pas non plus exactement dans le champ d'activité des politiques ou des entreprises ou de la société civile, et que du coup finalement c'est pour ça qu'elles sont sous-étudiées. Mais typiquement ça, c'est quelque chose à mon avis qui est peut-être sous-étudié, ou alors peut-être qui a été étudié par les gens qui creusent le tunnel mais pas rendu public parce que le résultat était mauvais. Ce qui serait intéressant justement pour le percement du tunnel, c'est peut-être de se rapprocher aussi des études ou alors de la conséquence du percement du tunnel du Saint-Gothard par exemple. Parce que c'est un tunnel à peu près équivalent au tunnel Lyon-Turin. Et pour avoir travaillé au Lyon-Turin, c'est vrai qu'il y a des études qui ont été menées, notamment sur le débit des sources et puis la variabilité du débit des sources. Donc ce serait peut-être intéressant de se rapprocher, enfin essayer d'avoir des informations sur les études qui ont été faites. Mais du coup, c'est vrai que moi, en cherchant un peu sur Internet, on doit pouvoir trouver les noms des personnes impliquées ou des groupes ou des entreprises. Après, il y a une personne qui travaille au conseil départemental et qui est aussi en lien avec la nouvelle société TLT et qui s'occupe justement des questions socio-économiques qui touchent le Lyon-Turin. Donc, c'est peut-être intéressant de se rapprocher de ces personnes pour avoir des informations, des pistes à creuser. Oui, bonsoir. J'avais eu l'occasion d'échanger avec d'assister à une conférence d'un grand patron du CAC 40 qui s'est illustré dernièrement, d'ailleurs on a pas mal parlé de lui, et qui avait fait une conférence donc, sur sa grande confiance dans notre modèle économique basé sur la croissance, pensant que il avait un petit bémol au niveau climatique, mais pensait que la science trouverait les remèdes à cela. Et j'avais eu la possibilité d'échanger avec lui en aparté à l'issue de cette conférence. Et je lui avais demandé s'il était sérieux quand il disait s'il le pensait vraiment, quand il disait que le modèle qui appauvrit la Terre et qui était vraiment un modèle d'avenir. Il m'avait répondu j'ai la conviction qu'on va droit dans le mur, mais comment voulez-vous qu'on le dise? Comment voulez-vous qu'un grand patron, un homme politique le dise? Alors ma question c'est, est-ce que les scientifiques et les organismes scientifiques qui sont, je pense, rattachés souvent au gouvernement ou à des organismes officiels, est-ce que vous avez aussi le même souci de préserver la population et finalement de minorer ou de ne donner qu'une partie voilà. Est-ce que vous avez une liberté d'expression et que vous nous dites tout, ou s'il y a ce souci aussi de préserver l'ordre, le climat social et de ne pas créer un contexte trop désespérant et trop angoissant pour la population. Alors, si c'est le cas, vous aurez du mal à répondre, à me dire oui, évidemment.
Non, c'est justement intéressant parce que le 7 février, on a une réunion à l'échelle de tous les labos de Grenoble pour parler de cette question, justement, pour se parler de comment on communique sur le climat, est-ce qu'on se censure, jusqu'où on va. Et bon, il y a plusieurs éléments de réponse, mais il y en a un, c'est que je pense que... Enfin, déjà, la première chose à dire, c'est que dans la France, en France, on a la chance quand même d'être dans une démocratie où un chercheur au CNRS ou à l'université, il a beaucoup de liberté sur ce qu'il peut dire à la télé ou dans les médias. Donc j'estime qu'il n'y a pas de censure à ce niveau-là. Je pense que s'il y a une censure, elle vient plutôt de nous-mêmes qui nous auto-censurons. Et dans le passé, je vais dire, pour donner des ordres de grandeur, je dirais il y a une quinzaine d'années, je pense que les 80% de mes collègues chercheurs sur le climat se censuraient. Ils donnaient des conclusions scientifiques qui étaient vraies, qui étaient réalistes, mais ils n'osaient jamais... En fait, ils ne passaient pas le cap de dire, du coup, ces problématiques scientifiques, elles sont extrêmement gênantes pour la société, elles peuvent avoir des impacts importants. Ils ne faisaient pas ça parce qu'ils disaient... en fait, ils avaient peur d'être, du coup, critiqués comme étant des gens qui se politisent et qui se prononcent trop qui défendent une cause politique, finalement. Parce que finalement, quand on commence à prendre position, assez rapidement, on tombe dans des thématiques politiques et dans des convictions politiques. Et ça, c'est en train de changer. Moi, j'observe qu'autour de moi, c'est en train de changer. C'est-à-dire que les gens s'impliquent de plus en plus. Quand je dis les gens, c'est les chercheurs sur le climat. Ils s'impliquent de plus en plus dans des associations. Ils militent et on en voit de plus en plus. Mais c'est pas nouveau. Par exemple, aux États-Unis, il y en a un qui a été connu qui s'appelle James Hansen, qui lui, il a commencé sa carrière comme climatologue il y a 30 ou 40 ans. Et lui, il a écrit des bouquins, il est allé voir des candidats pour l'investiture présidentielle aux États-Unis. Et tout le monde le traitait de catastrophiste alors qu'il était complètement réaliste. Et bien lui, par exemple, il a dû démissionner il y a environ une dizaine d'années, en 2010 à peu près, parce qu'il avait peur pour sa vie carrément. Il avait trop de menaces qui venaient de gens qui avaient du pouvoir, visiblement. Mais en France, à mon avis, je pense qu'on est quand même relativement préservé. Mais du coup, on a toujours des débats avec les collègues. Moi, j'ai beaucoup de collègues, par exemple, qui vont dire que ce soir, je me serais permis trop de liberté parce que j'aurais déjà un peu donné mon avis sur le fait qu'il faut arrêter de faire grossir les stations, par exemple. Ou ce genre de... Ou après, je donne un autre exemple. En France, c'est Valérie Masson-Delmotte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette chercheuse qui travaille au LSCE à Paris et qui, justement, ne peut plus supporter d'avoir des résultats aussi terrorisants et de ne pas les dire. Et donc, elle s'est beaucoup investie dans des associations et en tant que porte-parole des scientifiques, elle est allée l'année dernière présenter les rapports les conclusions du rapport du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré. Elle est allée au Sénat. Et c'était filmé, c'était sur YouTube. Et elle a parlé avec les sénateurs, elle leur a présenté les conclusions. Et honnêtement, c'était affligeant parce que les sénateurs, leur réaction, c'était de dire « Mais c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut faire, madame ? Est-ce que vous pourriez nous aider ?» Alors qu'elle s'attendait justement à ce que ce soit eux qui soient moteurs dans la prise d'une décision. Et en fait, ce genre de comportement des politiques, très récemment, dans les 2-3 dernières années, il est en train de préoccuper énormément la communauté des climatologues. D'ailleurs, on a pas mal qui ne sont pas spécialement en forme du coup, au niveau psychologique. Et du coup, on voit des gens qui se mobilisent de plus en plus, qui se font connaître, qui écrivent des bouquins. Mais en revanche, je pense qu'on n'est quand même toujours pas très efficace dans le sens où souvent, quand on parle dans une salle comme ça, souvent les gens qui viennent aux présentations, c'est des gens qui sont convaincus. Et je me rappelle d'une conférence à laquelle j'avais assisté de Jean-Marc Jancovici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette personne. Et lui, il était venu nous faire une présentation sur il était venu présenter ses résultats à des climatologues, justement, et c'était il y a 10 ans. Il nous avait fait la morale en disant vous communiquez extrêmement mal, vous ne communiquiez pas assez. Et il nous avait expliqué que lui, son challenge, c'était d'arriver à passer au journal de 20h à TF1. Et malgré tous ses efforts, il n'a jamais réussi. Mais il s'est quand même fait connaître, assez fortement. Mais même une personne comme ça, qui est extrêmement forte au niveau éloquence, au niveau communication, finalement, c'est ce qu'il nous disait. Ce qu'on raconte, le rapport du GIEC, les 1000 pages, il y
il y a 1/1000 de % de population qui va le lire. Le résumé pour Décideur, il y a 1/10 de %. Les gens qui sont un petit peu au courant, c'est 3% ou 5%. Bon, ça c'était vrai il y a 10 ans, maintenant c'est peut-être 20%, mais ça reste peut-être pas beaucoup par rapport à l'ampleur des enjeux. Et après, si je peux rajouter quelque chose, on peut avoir l'impression que quand on est sur du climat ou même sur des questions, notamment sur ce qu'on appelle l'anthropocène, donc l'influence humaine, que c'est un peu catastrophique. Mais moi, je sais que personnellement, ce qui m'a vite rassuré, c'est quand j'ai compris que si on a pu aller par nous-mêmes dans un sens, on peut aussi aller dans l'autre. Mais c'est une question de choix. Non, j'ai envie de le croire. Moi, je sais que ça m'a aidé à être un peu plus libre et à pouvoir le dire. Donc, je pense qu'on a plus, en pensant ça, on n'a pas forcément de nécessité en fait de cacher des choses et pour ne pas alerter la population. Simplement, si vous connaissez des personnes dépendantes alcooliques, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'aller vers l'alcool que d'en revenir. Et le problème, je crois que c'est exactement comparable, c'est qu'on est globalement, tous, dans une addiction à la consommation qui est très facile, on est tous dedans. Mais en revenir, c'est une autre histoire. Ouais, mais alors, je suis désolé pour la majorité de la salle, je mise pas sur vous. Je mise sur la régénération d'avant moi, que je vois motiver sur des marches du climat et des choses comme ça. Je sais que nous, on en parle souvent à l'université. Enfin, c'est des choses qui. Alors là, je sors un petit peu de ma casquette de scientifique, hein, ouais, mais bon. Hein. Il y a quand même une évolution parce que il y a des scientifiques, un grand scientifique, un professeur pèlerin, qui nous avait annoncé doctement que les nuages de Tchernobyl n'avaient pas dépassé la frontière. Donc la science a quand même bien évolué, la position du scientifique par rapport à l'officiel change, et je crois que c'est important. Après, je pense qu'il y a un autre aspect qui est important et que notre communauté des climatologues doit faire, c'est qu'avant, on était dans une stature peut-être trop académique, où on était des professeurs, on venait présenter les résultats. Et en fait, il faut que les échanges ils soient beaucoup plus profonds. Et typiquement, moi, je sais pas, j'ai un exemple tout bête, c'est que j'ai parlé du plan climat, air, énergie territorial. Je serais curieux, par exemple, dans la salle, de savoir qui connaît ce document. Et s'il y a des gens qui le connaissent bien, d'ailleurs, je serais très intéressé qu'ils m'apprennent où est-ce qu'on en est au niveau de la Maurienne pour mettre en place une telle initiative à l'échelle des intercommunalités, en tout cas de Maurienne. Il y avait une mini-question là. Est-ce qu'il y a des élus dans la salle déjà? Oui. Il faudra que ce soit la dernière question parce qu'après on va devoir arrêter apparemment. La dernière, donc battez-vous. Et... La dernière question ou la dernière réponse à ma question aussi. Oui, je le donne à qui bon, vous avez déjà parlé, donc je vais... Oui, bonsoir. Alors vous l'aviez pas dit que vous souhaitiez qu'on arrête de faire grossir les stations. Ouais, je l'avais suggéré, mais... le schéma de cohérence territoriale, donc le SCOT Maurienne, était en enquête publique en fin d'année là. C'est très clairement une recherche de la neige d'altitude et une recherche de toujours plus de télésièges et d'extension de domaine. Sur la partie entre Valmeunier et Valfréjus, il y a un grand domaine absolument naturel qu'il faut absolument aller exploiter. Ça, c'est le projet de la Croix du Sud. Ma question, c'est cette recherche de neige en altitude, ok, mais pendant combien de temps elle sera valable? Imaginons, là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à nous emmener toujours plus haut pour qu'on puisse continuer à faire du ski. Mais pendant combien d'années ça va fonctionner? C'est-à-dire que la neige continuera l'altitude à laquelle on va trouver la neige sera de plus en plus haute. Les investissements qu'on fait aujourd'hui, ils vont être valables combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ça, pour le coup, donc c'est des choses qui ont été estimées par le CN de Météo France, donc c'est les courbes que j'avais un peu présentées tout à l'heure. Bon, là, les graphiques que j'ai montrés, c'était pour une altitude de 1500 mètres. J'aurais pu montrer d'autres courbes, mais je les ai pas sous la main, ou alors moi, ça prendrait du temps, mais bon, pour le synthétiser oralement, en gros, entre 1000 et 1500 mètres, j'ai envie de dire, dans les 30 prochaines années, et cela, quel que soit le scénario,
j'ai envie de dire que les stations, elles vont vraiment avoir du mal, même avec des canons à neige. Là déjà, nous à cette altitude-là, on en a presque plus. Oui, voilà, on est déjà... Les stations autour de Grenoble, à cette altitude-là, elles sont en train de péricliter, quoi. Voilà. Après, entre 1005 et on va dire 1008, 2000, ce qu'on a montré, c'est que d'ici 20 ou 30 ans, quel que soit le scénario, on va assister à une diminution vraiment assez forte. Et au-dessus de 2000, en revanche, on peut espérer continuer le modèle encore peut-être 20 ans de plus, quoi. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que... Voilà, après, c'est vrai qu'il y a cette étude. Enfin, moi, ce que je trouve assez flagrant, c'est que l'étude là, qui a été commandée, que du coup, finalement, je me suis quand même décidé à présenter, alors que je n'avais pas spécialement envie de le faire. Je me suis dit, ne pas le faire, ça aurait été un peu mentir. Elle montre quand même que, en effet, en artificialisant complètement les domaines skiables, c'est-à-dire en damant bien, en produisant de la neige à canon les jours où il fait froid, de manière réaliste, le modèle, il peut peut-être éventuellement tenir une cinquantaine d'années pour des altitudes de l'ordre de 2000 mètres ou plus. Mais ce qui se passe, c'est que, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si on continue à aménager la montagne comme ça veut aussi dire que, en termes d'atténuation, on ne va pas du tout faire les efforts qui sont nécessaires pour limiter notre réchauffement à 2 degrés. Et du coup, on va aller vers des scénarios qui sont plutôt de l'ordre de 4 à 5 degrés. Et en fait, dans des scénarios à 4 ou 5 degrés, je pense que la problématique du ski, elle sera complètement secondaire derrière les problèmes à l'échelle mondiale, qui sont les centaines de millions de personnes qui vont devoir migrer à cause de la hausse du niveau des mers, à cause des nombreuses régions de la planète où on ne pourra plus vivre à cause des canicules estivales. Et je ne parle pas que de régions éloignées de la France, mais je parle aussi, par exemple, du sud de la France, où ce sera très très compliqué de vivre avec 5 degrés de plus sur le pourtour méditerranéen. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on ferme la salle, c'est ça, qu'on arrête. Donc, merci à vous. Merci à vous. On vous remercie. Et pour les personnes qui veulent continuer le débat, c'est demain à 14h ici. Merci.